vous êtes intéressé pour rejoindre l'association, on a fait aussi un QR code sur nos flyers pour adhérer. Et si vous voulez faire des dons à l'association, c'est possible via l'adhésion ou via la petite boîte qu'on a mis à la sortie. Voilà. Et donc les planteurs-cueilleurs, cette association a déjà 2 ans. On l'a créée en 2022. Mais elle est issue d'un projet, d'une idée qui m'est venue, qui date de 2019 déjà, sur un vaste terrain près de l'aérodrome du Polygone, qui fait plus d'1 hectare. Et donc j'ai eu cette idée en connaissant un peu, en découvrant le concept de jardin-forêt, de forêt nourricière, de forêt comestible. Il y a plein de synonymes, mais pour dire un peu ce concept-là. Donc j'ai eu des discussions avec l'Eurométropole et la ville de Strasbourg. Et en 2020, j'ai réussi à regrouper, à faire un collectif, regrouper des personnes motivées par cette idée-là. Donc quelques personnes qui sont devant dans la salle. Là, n'hésitez pas à les arrêter à la sortie. Ils sauront aussi vous répondre et discuter autour du projet. On s'est réunis et on a créé cette association en 2020. Et en 2020, on a eu une promesse de nos élus qui nous ont dit qu'ils étaient favorables et qu'ils étaient prêts à signer pour qu'on fasse notre jardin-forêt tout de suite. C'était en 2022. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'aurais bien aimé vous donner des choses plus concrètes, mais on attend encore de signer une convention avec l'Eurométropole ou la ville, je ne sais plus maintenant. La ville, c'est avec la ville de Strasbourg. Ouais. Mais on y est presque. Voilà. Donc notre projet, donc on aurait un terrain de 5000 m² sur lesquels on a l'objectif de faire un jardin-forêt. Donc l'idée de départ, c'était un peu de faire sur le mode un peu comme un jardin partagé, mais au lieu de cultiver des légumes, on va cultiver les multiples plantes, des exemples que Fabrice Desjours va nous parler tout de suite. Donc voilà, c'est un but un peu expérimental. Un but de faire vivre le quartier, de faire de la pédagogie autour de la nature, de la nourriture, etc. Donc parce que voilà, on est tous persuadés que le jardin-forêt est un moyen, un mode d'agriculture qui est d'avenir, qui permet d'avoir des grandes diversités de production et qui va être aussi résilient face à des aléas climatiques, etc. Plein d'aléas qu'on va avoir de plus en plus. Voilà, j'ai rien oublié. C'est bon. Donc merci et je voulais dire aussi que, excuse-moi Fabrice, que voilà, on était 3 à s'être formés à l'association de la forêt gourmande, donc l'association de Fabrice Desjours. Donc c'est des super stages de 3 jours à 5 jours qu'on a décidé de se former un peu. Voilà, on ne peut pas que se former sur le papier ou voilà, on a besoin un peu d'expertise. Donc c'est une formation que je peux vous conseiller aussi si vous voulez suivre, apprendre plus dessus. Merci. Merci. Et là, c'est parti. Donc, je suis Fabrice Desjours, le créateur de la forêt gourmande. Donc, la forêt gourmande, c'est 4 choses différentes. C'est un jardin expérimental qui a été planté au démarrage en 2010, donc il y a 14 ans, qui se situe en Bourgogne sur 2,5 hectares et dans lequel on teste plus de 1000 espèces alimentaires différentes. Et pour bien vous rendre compte de 1000 espèces différentes, dans notre assiette en France, en moyenne, au niveau de la diversité végétale, on va manger 40 à 60 espèces tout au plus, dont une partie importée. Donc, si on pense au cacao, aux mangues ou à la noix de coco, c'est des choses évidemment qui viennent d'autres pays. Là, on est vraiment sur une proposition, une diversité qui est très importante. Et puis, tu parlais tout à l'heure, Simon, d'une agriculture. Effectivement, c'est une agriculture, mais qui est complètement nouvelle, puisqu'elle est déguisée en forêt. On va regarder un petit peu tout ça. Donc ça, c'est la parcelle de départ. Le pré qui était vide, qui était une pâture compactée avec des problématiques de sol,
Donc là, on est sur des photos qui ont été prises il y a 2 ans, dans différents secteurs, parce que vous allez voir, on crée vraiment une forêt qui se mange, mais une forêt mosaïque avec différents secteurs qui vont être complémentaires, des secteurs avec des grands arbres qui vont en fait structurellement donner des parties qu'on va appeler des agroforêts, c'est-à-dire vraiment des forêts nourricières dans le plein sens du terme. Elles vont avoir un faciès véritablement forestier avec des grands arbres qui peuvent faire jusqu'à 20 mètres, 25 mètres, voire plus en fonction des conditions de station, de type de sol, du climat, des essences que vous allez mettre. Ça va être donc des arbres fruitiers de forêt, des arbres à noix, des arbres à coque. Et puis on va dans ces secteurs-là, en sous-étage, imaginez, ça va être vraiment ombragé. On va avoir des plantes qui vont être différentes pour se nourrir, des plantes qu'on appelle sciaphiles, des plantes d'ombre, qui vont nous permettre aussi d'avoir des récoltes complémentaires. Donc on va commencer déjà à introduire aussi cette notion de manger à partir d'ingrédients qui proviennent de différents étages de la forêt. Là, je vous ai parlé du sous-étage, de la canopée, donc les grands arbres, et puis les plantes qui, dans les agroforêts, sont plutôt des plantes d'ombre. On va avoir des secteurs qui sont des secteurs qui vont rester vraiment très ensoleillés, des secteurs qu'on appelle plutôt jardin-forêt, c'est-à-dire avec des canopées quand même plutôt basses, qui ne sont pas forcément très hautes. Ça va culminer en général à 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres, ça dépend. Et ça, c'est des systèmes, les systèmes jardin-forêt qu'on peut mettre sur des petites surfaces, typiquement dans les villes en pied d'immeuble, dans les écoles, dans les collèges, etc., dans les universités aussi. On peut commencer sur des surfaces de 200 mètres carrés et puis après, évidemment, regarnir ou diversifier des surfaces qui sont considérables, sur des projets qui font plusieurs hectares ou dizaines d'hectares. Donc, on a cette irrégularité, cette diversité. Ça vous montre un petit peu une coupe de ce que ça peut donner. Avec des endroits aussi qui peuvent être en fait des clairières, des zones totalement ouvertes. Et dans ces clairières, on va avoir des plantes qui vont être les plantes annuelles. On peut avoir des clairières potagères, donc les légumes qu'on connaît, ça peut être des salades, ça peut être des tomates, ça peut être des melons. On peut avoir aussi des clairières qui ont d'autres fonctions, des clairières d'accueil, en l'occurrence dans des jardins-forêts qui sont communaux. Sur les espaces publics, ça va être des agoras, vraiment pour pouvoir faire des choses en immersion dans ces espaces-là. Et puis ce que vous voyez là sur le plan de coupe, c'est une clairière aquatique et la capacité en fait qu'on aurait à se nourrir aussi à partir d'endroits qui sont des endroits palustres, inondables, aquatiques, en mangeant en fait des plantes de berge et des plantes de la lame d'eau. C'est des choses qui se sont perdues. On utilisait en fait le cresson notamment en plantes aquatiques, dans la culture aussi de cressonnières. Là, on est vraiment sur un élargissement aussi de l'utilisation de ces plantes aquatiques. Il y en a vraiment en fait énormément qui vont donner différentes parties alimentaires. Et puis, on va voir aussi une forme que vous allez, on va vraiment en reparler au fur et à mesure de la présentation, qu'on voit qui court un peu partout, ce sont les lianes. Alors les lianes, c'est vrai que dans notre fond culturel, c'est soit quelque chose qui nous renvoie un petit peu une forme végétale qu'on n'utilise pas, qui nous renvoie au fin fond des forêts tropicales, pourquoi pas. Ou alors on va pouvoir utiliser certains végétaux qui, en fait, botaniquement parlant, sont des lianes, typiquement la vigne, mais on ne la traite pas du tout comme une liane qui est capable en fait, de monter à 20 mètres de hauteur et puis d'aller garnir des arbres. On va la traiter en monoculture sous forme de bonsaï. Donc on a vraiment cette civilisation plutôt de l'herbe ou des plantes de petite taille, et l'agriculture s'est vraiment bâtie à partir de l'utilisation surtout de plantes annuelles. Et donc, on va recommencer chaque année la même chose avec beaucoup de temps et d'énergie passée. Là, dans ce que vous voyez, dans ce motif général, on confie la production alimentaire à des plantes qui sont vivaces et des plantes qui sont ligneuses, donc des arbustes, des arbres, des lianes, et donc des formes végétales qui vont vivre longtemps. Je n'ai pas terminé ce que je disais tout à l'heure sur la forêt gourmande. Donc, c'est le jardin expérimental, c'est aussi un organisme de formation. Simon le disait tout à l'heure, c'est un bureau d'études, et puis c'est une association également. Tout le monde m'entend bien? Ça va. Moyen. Je vais essayer de parler plus fort. Alors, il va y avoir différentes productions dans ces forêts comestibles. Il va y avoir la production de ressources alimentaires, ce qu'on appelle, nous, des forestibles. Il y a vraiment, je vous disais tout à l'heure, une grande part de végétaux qui sont peu connus, qui sont inconnus, qui vont venir en fait rediversifier nos assiettes. Je ne sais pas si, je pense que vous reconnaissez certaines des productions, peut-être pas toutes. Il y a des grenades qui sont des productions un peu étonnantes en Bourgogne, parce qu'on s'attendrait à une production quand même beaucoup plus sudiste. Et cependant, vous pouvez d'ailleurs en produire aussi à Strasbourg,
en utilisant des variétés particulières, qui sont des variétés d'Ouzbékistan, du Turkménistan, c'est-à-dire qui sont capables de résister à des hivers particulièrement froids. On a de la production de grenades dans des secteurs qui sont bien protégés. Alors ça, ce n'est pas dans des endroits qui sont totalement ouverts et ventés. C'est après dans une seconde phase d'implantation, une troisième phase d'implantation, quand la forêt-jardin commence à avoir une certaine maturité, hauteur, et puis qu'elle va avoir vraiment des sortes de loges climatiques qui sont créées dedans, on va pouvoir venir intercaler ces spécimens qui peuvent être un peu frileux. Sinon, au départ, on va avoir de la production de feijoa, qui sont des fruits qui ont vraiment un arôme particulièrement savoureux, assez tropical, fruits qui sont verdâtres. Là, des productions qui sont aussi atypiques, qui sont des noix de pécan. En fait, il est complètement possible d'avoir de la production de pacane à peu près partout en France. Ils en récoltent jusqu'en Lituanie. Ça vous donne un petit peu l'amplitude d'acclimatation de la plante. Après, ça va être vraiment sur des variétés qui sont des variétés nordiques qui vont pouvoir produire des noix de pécan en automne court et humide. Autre chose que vous allez avoir en haut à gauche, ce sont des noix de Torreya. C'est un conifère qui est capable en sous-étage, donc en situation mi-ensoleillée, mais aussi mi-ombragée, de produire cette ressource oléagineuse, donc vraiment quelque chose qui va apporter aussi des calories alimentaires. Vous voyez déjà ces différents coloris, ces choses qui vont pouvoir apporter plein de ressources aux personnes. Donc ça, c'est vraiment les forestibles. On en teste donc 1000 espèces différentes dans la forêt gourmande. On a des données qui sont aux environs de 7000 espèces alimentaires en climat tempéré. Donc évidemment, la gamme végétale va être différente si on fait une forêt comestible à la pointe bretonne, en garrigue, en maquis, en altitude, en climat de plaine inondable ou quelque chose de beaucoup plus sec. Mais voilà, ça vous montre en tout cas ce qui est possible de faire sans aucun renfort technique, simplement en utilisant la diversité du vivant. Alors, autre production de ces espaces-là, ça va être les combustibles. Il est tout à fait possible, si en fait on a des systèmes de chauffage adaptés, évidemment d'avoir cette biomasse qui va nous permettre de nous chauffer. On va avoir les plantes médicinales. Alors, les plantes médicinales dans notre culture, notre fond culturel aussi, les personnes qui produisent des PAM, plantes aromatiques médicinales, ça va être surtout des plantes qui sont vivaces, mais des plantes de petite taille, de plein soleil. Ça va être le thym, ça va être les sauges, etc. On a vraiment la capacité de se soigner avec des végétaux qui sont des arbres médicinaux, des lianes, des plantes d'ombre, des plantes aquatiques aussi. Peut-être j'évoquerai ça plus en détail sur les temps de questions-réponses tout à l'heure, mais voilà, on utilise par exemple un arbre qui est particulier dans la forêt comestible, qui est l'Eucomia, qui est un arbre d'ailleurs à latex en climat tempéré. Il y a eu des études qui ont été faites pour faire des semelles de chaussures à partir de latex de cet arbre-là, qui tient du moins 25, moins 30 degrés. On va aussi avoir des pousses qui sont comestibles, donc on va pouvoir consommer. Et puis, c'est une des 50 plantes essentielles de la pharmacopée chinoise. Il y a vraiment un passé d'utilisation très ancien et puis des études qui ont été faites aussi au niveau pharmacologique. Par exemple, sur cette espèce, il y en a énormément d'autres. Je pourrais rentrer beaucoup plus dans les détails si vous avez des questions spécifiques après. Donc, médicinal, forestible, combustible. On va avoir aussi une autre catégorie qui sont des biomatériaux. Ces forêts-là, non seulement elles nous nourrissent, elles nous climatisent, elles vont faire revenir la biodiversité, elles vont protéger le sol et le climat, mais en plus, elles vont donner des ressources qui sont des ressources qui ont été complètement oubliées à cause de la pétrochimie. Mais on va avoir en fait des gommes, des cires, des résines, des latex, des fibres, des papiers, des plantes tinctoriales, c'est-à-dire des plantes colorantes qui vont pouvoir être produites dans ces espaces-là. En fait, c'est des ressources dont disposait l'humanité évidemment auparavant, quand on n'avait pas tous les produits pétrochimiques qu'on utilise actuellement et qui nous posent aussi évidemment des énormes problèmes au niveau sanitaire. Voilà, donc les espaces, on va le voir aussi au niveau de la biodiversité, de tous les services écosystémiques qui sont rendus, qui sont assez stupéfiants. Et puis, ce sont des espaces évidemment de bien-être dans lesquels on se sent bien. On va avoir les avantages de la forêt, mais sans doute beaucoup plus parce que vous verrez sur les photos, les espaces sont construits, peuvent être vraiment très esthétiques et des endroits aussi qui peuvent avoir une fonction thérapeutique. Sur les services, les co-bénéfices, finalement, associés à ces espaces-là, ils vont être nombreux.
Stockage de carbone, on est en train d'étudier donc dans la forêt gourmande avec l'INRAE de Moselle et puis avec EDF la capacité de stockage de la forêt qui a 14 ans. On est vraiment sur le début des premières données, en tout cas sur déjà la biomasse aérienne. C'est quelque chose qui semble assez performant, hein, d'autant plus qu'on applique des techniques, on verra peut-être ça plus en détail tout à l'heure, pour stimuler la croissance végétale, notamment on utilise du levain de forêt. On peut positionner des ombrières au démarrage pour faire grandir les plantes beaucoup plus rapidement. Ça peut être des petits arbres, des châtaigniers, ça peut être les pommiers également, ça peut être de la vigne, ça peut être des kiwis. Hein, tous ces spécimens-là, finalement, si vous les implantez dans un espace complètement ouvert, ensoleillé, où tous les paramètres en fait, climatiques, eh ben, ils vont être très vite changeants, oscillants, et c'est stressant pour les plantes. Si vous commencez à mettre des pare-soleil, des ombrières, aux heures les plus chaudes, les spécimens vont pousser beaucoup plus vite. Lutte contre l'érosion, hein, évidemment, là on a tous les services qui sont rendus par la forêt, puisque de toute façon le postulat de départ, c'est qui arrose et fertilise une forêt, absolument personne, et c'est une des plus grosses biomasses de la planète. Hein, donc on est vraiment sur une proposition aussi qui est biomimétique par rapport à ce que crée le vivant quand il crée de la forêt. Et ça, en fait, c'est sur la majeure partie de la planète, quand on est à plus de 500 mm d'eau annuelle, si on laisse les paysages évoluer librement, qu'il n'y a pas d'intervention humaine, surtout pas d'agriculture, et peu d'animaux herbivores, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un passage de l'herbe aux grands arbres, hein, ça va s'enforester finalement. Et donc, ce sont des paysages qui sont adultes, ces paysages qui sont forestiers, qui sont capables, en fait, non seulement d'assurer leur propre fertilité dans des boucles, en fait, qui sont complexes, hein, de recyclage de la matière organique, mais en plus, ça va vraiment lutter contre l'érosion du sol et en plus fabriquer du sol. Parce que ce qu'on oublie complètement, c'est que l'agriculture, elle utilise les sols qui ont été créés par la forêt. Les sols agricoles sont à la base des sols forestiers. On n'a pas d'irrigation dans ces systèmes-là. On n'a pas non plus de fertilisation. On n'a pas de traitement. Donc, c'est quelque chose de relativement incroyable. Hein. Après, à terme, une fois que les espaces sont conçus, qu'on commence à grandir, qu'on a une certaine maturité, la maturité, elle s'entend en général autour de 5, 6, 7 ans, en fonction de où vous vous situez en France. À partir de là, on a vraiment une réaction de l'écosystème qui fait qu'il va être vraiment relativement autonome et vous n'avez plus qu'à vous promener et à faire plein de cueillettes. C'est à ce stade-là des jardins qui sont presque sans jardinier. Bon, on verra sur des diapos après. Faible consommation en eau, en tout cas sur les jardins-forêts qui sont vivriers. Je ne vous ai pas dit les 5 grands objectifs de ces forêts comestibles. On a des jardins donc, qui sont vraiment vivriers pour une production alimentaire, pour la famille, pour les voisins, pour la rue, pour le quartier. On a des projets qui sont lancés, qui sont des jardins-forêts agricoles. Donc, c'est vraiment une nouvelle proposition, un nouveau scénario agricole qui est testé à travers ça. On a ce qui nous intéresse ce soir avec le projet des planteurs-cueilleurs, vraiment ces jardins-forêts pédagogiques sur l'espace public. Donc, la capacité de repenser en fait tous ces délaissés et de les travailler tous ensemble, hein, sous un mode vraiment d'intelligence collective. On va avoir des projets qui sont environnementaux, donc qui vont avoir vraiment pour but premier de faire revenir massivement et rapidement la biodiversité associée. Ça peut être les insectes, ça peut être les vertébrés, hein, ça peut être toutes les formes de vie. Dans la forêt gourmande notamment, on commence donc les inventaires. On est à plus de 15 espèces différentes qui sont protégées au niveau national, qui sont revenues dans cette agriculture déguisée en forêt. Et ce n'est pas nous qui les avons introduites, elles sont revenues parce que vous créez le gîte et le couvert. Évidemment, la faune revient rapidement dans ces conditions. Surtout s'il y a des corridors, hein, de la trame bleue, verte en proximité. Faible consommation, je voulais dire résilience. Oui, pardon. Dernière indication, donc ce sont les jardins-forêts qui sont scientifiques. Je vous citais l'étude de stockage carbone, par exemple. On travaille, mais on en parlera tout à l'heure peut-être aussi, sur de la dépollution de sol, sur le site de Ucange à U4 en Moselle, avec l'INRAE et puis l'Université de Moselle, sur la propriété finalement de cette 3D. En fait, c'est une 3D alimentaire, la capacité de cette 3D à pouvoir dépolluer aussi, ou en tout cas maintenir d'une manière stockée ou stable dans le sol des éléments qui seraient problématiques, qui pourraient circuler, et qui sont les éléments traces, c'est-à-dire des métaux lourds, hein, les arsenic, le plomb. Et en fait, quand on parle d'autonomie alimentaire et puis des fois de projets sur les espaces publics, la grande problématique, c'est la pollution de sol. En fait, il y a beaucoup plus de sol pollué que ce qu'on peut imaginer.
Et ça, ce sont aussi des projets qui sont importants de voir comment on peut travailler avec le vivant, avec la capacité des végétaux. Comme vous en parlera Francis Martin bien mieux que moi la semaine prochaine, la capacité des végétaux à dépolluer, parce qu'ils sont symbiotiques, ils travaillent avec leur microbiote, avec leurs champignons et bactéries associés, mais exactement comme nous on le fait, on ne pourrait pas digérer, on ne pourrait pas se protéger si on n'avait pas tout notre microbiote également. Faible maintenance, je vous l'ai bien vendu tout à l'heure en vous disant que c'est un jardin presque sans jardinier. Haute productivité, ça c'est une question qui m'est souvent posée, ça produit combien ? Alors, on n'a pas encore les données chiffrées. Ça, c'est vraiment un travail qu'on va développer aussi avec le campus d'Agro Dijon, des projets qui vont être lancés cet hiver sur le campus d'Agro, testés avec les étudiants et avec les profs. Mais ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il y a une production qui est maximale par rapport à la quantité de travail au mètre carré qui est produit, qui est en tout cas mise dans le système. Et il suffit aussi de réfléchir sur cette production qui est additionnelle. Je vous parlais tout à l'heure sur la stratification, sur l'étagement de la forêt. Vous allez cueillir des plantes qui sont au sol, des plantes de soleil ou d'ombre, ou de mi-ombre. On va avoir les ressources à partir des lianes qui peuvent être conduites plutôt sous forme de guirlandes. On va avoir les buissons, on va avoir les arbres, les grands arbres majeurs, et tout ça va nous donner à manger. Donc, en fait, c'est une question quand on travaille, par exemple, avec des élèves en architecture, parce que c'est vraiment des projets qui sont transversaux et qui intéressent quasiment tous les corps de métier. Je leur dis, pour héberger le maximum de personnes, faites comment ? Vous faites une maison de plein pied assez large ou vous construisez en immeuble ? Étonnamment, pour héberger du monde, on va construire, on va stratifier, on va faire des étagements. Là, on ne le fait pas en agriculture, parce qu'on travaille en 2 dimensions. On est obligé, on est avec des plantes annuelles. Donc là, on est vraiment sur cette proposition d'avoir des espaces qui sont en volume, en verticalité, et qui vont donc avoir ces rendements différents. Il y a différentes saisons aussi de l'année. Ça évoque ce que je vous disais tout à l'heure. Si on laisse une parcelle de terre nue en libre évolution sans herbivores, on va avoir cette reforestation qui va se faire. Donc, je vous disais, sur énormément d'endroits de la planète, parce qu'on va avoir des forêts qui sont tropicales, on a des forêts qui sont boréales, on a des forêts tempérées et des forêts méditerranéennes. Et le travail de l'agriculture est justement d'empêcher sans arrêt par la mécanisation le travail qu'on va exercer, de revenir en fait sur le démarrage de la succession végétale et de constamment utiliser des plantes qui sont pionnières, des plantes qui sont dunaires et des plantes qui vont avoir besoin systématiquement de beaucoup de fertilisation et de beaucoup d'ensoleillement. Ça, c'est notre fond culturel. C'est notre fond culturel depuis 7000 ans. L'agriculture, c'est à 7000 ans en Europe de l'Ouest, parce que, en fait, notre berceau de civilisation, c'est le Moyen-Orient. C'est là-bas il n'y a pas de forêt, c'est là-bas qu'ont été domestiqués les animaux, les chèvres. C'est là-bas qu'on a domestiqué l'orge, le seigle, le blé. On arrive dans une Europe qui est forestière. Alors, d'une façon extrêmement schématique, on commence en fait à déboiser, à réutiliser des clairières et à faire vraiment cette céréaliculture. Alors, ça, c'est d'une façon extrêmement schématique. Il y a de plus en plus de données qui sont en train de mettre en évidence qu'on avait très certainement des agroforêts en Europe avant l'agriculture et des systèmes en fait complexes ont commencé à manipuler, à domestiquer ces forêts-là. Typiquement, nos ancêtres allaient goûter des glands, les quercus, la ressource vraiment des chênes, qui est une ressource primordiale pour les peuples de climat tempéré. On l'a totalement oublié, mais on peut se nourrir à partir des chênes, à partir des glands. Alors, attention, pas du tout d'une manière crue. Les glands sont toxiques pour la plupart. Il y a des tanins qui peuvent créer des hémolyses si vous en consommez. De toute façon, c'est pas bon, c'est super amer. Il va falloir exercer des lessivages dessus. Et après avoir fait cette lixiviation, ces lessivages, on va avoir une matière première qui est très calorique et qui est vraiment une base nutritionnelle qui est utilisée dans des endroits où on ne pouvait pas faire la culture de châtaignes, parce que les châtaigniers ont des besoins très spécifiques de sol, sur des sols acides à neutres, qui vont rester plutôt profonds, frais. Donc ça, c'est pas adaptable partout en France, alors que les quercus, c'est complètement possible d'avoir cette ressource. Donc, on travaille ça, on manipule les glands dans l'association parce qu'on travaille, vous verrez les productions tout à l'heure, en interne ou avec des chefs, des cuisiniers, des restaurateurs. Et on fait notamment du pain d'épices de forêt où 50% de la farine
de ce pain d'épices provient de fruits d'arbres. Donc dedans, il y a de la châtaigne, il y a de la farine de gland et il y a du tourteau de noix. Et c'est assez bluffant. La transformation, le travail du gland fait quelque chose d'une matière qui est un peu noire. On a l'impression que c'est un goût cacaoté, qu'on met du cacao dedans, et absolument pas. Hein. C'est que des ressources qui proviennent de la forêt comestible. Ce que je vous montre, c'est une autre civilisation. C'est une civilisation de l'arbre. La civilisation, hein, si vous voulez plus voir d'un point de vue anthropologique, ethnobotanique, civilisation de l'Hortus, H-O-R-T-U-S. Ce qui a donné chez nous l'horticulture. L'horticulture, pour nous, maintenant, c'est un pépiniériste. Mais pour les ethnobotanistes ou les anthropologues, les horticulteurs sont les jardiniers de la forêt. Hein, donc, c'est vraiment une agriculture déguisée en forêt. Et là, si vous n'êtes pas botaniste, vous dites, et si on ne voyait pas le monsieur, on se dirait, en fait, il y a une diversité dans la canopée, dans la structure. Ça, c'est une forêt primaire. Si on ne voit pas le monsieur et la petite construction là-bas, ça, c'est une pure agriculture. 100% des végétaux, ou presque, ont été implantés. C'est une agroforêt. Donc, en fait, on a un travail de clairière. Enfin, les peuples, dans ce cas-là, ont un travail de clairiérage. Généralement, vont éliminer une partie sur une clairière de 1,5 hectare, 2 hectares, 3 hectares, la forêt qui est en place, vont venir garnir et implanter les espèces qui les intéressent, encore une fois, pour se nourrir, mais aussi pour avoir ces biomatériaux, pour pouvoir faire de la cuisine, pour pouvoir se soigner. Donc, on va avoir toutes les productions nécessaires à la vie du village, à la communauté qui vont être produites dans ces espaces-là, incluant aussi de la viande, parce qu'il va y avoir des prélèvements dans ces endroits-là, comme on peut les imaginer dans les forêts comestibles. Si vous mangez de la viande, on va abandonner en partie l'élevage, encore qu'on peut avoir du petit élevage dans ces forêts comestibles aussi, mais on peut avoir un certain degré de prélèvement, parce que, encore une fois, vous avez cette vitalité, ce vivant qui arrive, et dans la forêt gourmande, les enfants se promènent et c'est facile de rencontrer des chevreuils. On voit plein de chevreuils et il y a des sangliers qui évoluent dans la partie basse, dans la partie agroforêt. Donc voilà, des systèmes qui ont été totalement incompris des premiers Européens quand ils sont allés coloniser sous les tropiques, parce que voilà, ces systèmes-là étaient absolument partout sous la ceinture équatoriale, nécessaire, hein, parce que quand on fait de l'agriculture en 2D, sous les tropiques, qu'est-ce que vous faites? Vous désertifiez à une rapidité absolument extrême. Les sols ne sont pas du tout faits pour porter de l'herbe, ils sont faits pour porter des arbres. Hein, des structures qui peuvent être des canopées complexes, des fois sur 12 strates de production, et des forêts qui sont vraiment léguées aux générations d'après. On a cette logique vraiment aussi de transmission qui est assez passionnante. Et puis quelque chose peut-être aussi à réfléchir d'un point de vue plus philosophique, c'est que finalement les herbes nous proposent sans cesse de regarder au niveau de nos pieds et du sol, quand les arbres sont comme une colonne qui nous propose aussi de regarder un peu plus vers le ciel et qui nous rendent beaucoup plus humbles, parce qu'évidemment, ils seront adolescents quand on sera tous morts. Hein, et l'agroforêt va croître et grandir sur des temps longs. Ça, c'est une très bonne illustration sur justement aussi les recherches scientifiques qui sont en cours sur ces forêts comestibles et qui sont complètement récentes, inclus en Amérique du Nord. Alors ça, c'est une découverte d'il y a 2-3 ans en Colombie-Britannique, c'est-à-dire au Canada. Ce que vous voyez ici, c'est une agroforêt qui a 150 ans, qui était abandonnée depuis 150 ans. Hein. Elle a été créée en fait par les Amérindiens. On sait le sort des Amérindiens par rapport au traitement qu'ont fait les premiers colons européens. 150 ans, la forêt, aucun jardinier, elle est toujours productive. Hein, voilà. Ils sont en train de découvrir, peut-être on découvrira les mêmes choses en Europe, dans des pans de l'Europe, ces forêts qui ont été vraiment manipulées par les humains pour avoir différentes ressources. On va venir un peu plus, d'une façon peut-être plus légère, moins mentale sur différentes productions. Donc là, il y en a beaucoup plus que vous allez connaître. On est vraiment aussi sur une adaptation aux problématiques climatiques et aux problématiques sanitaires, c'est-à-dire vraiment à l'arrivée de différents pathogènes. On va avoir différentes réponses par rapport à ça. Quand on va édifier ces systèmes-là, mais c'est aussi notamment donc, de diversifier, mais par rapport aux problématiques climatiques, c'est d'utiliser des provenances ou carrément des espèces qui sont, par exemple, aussi plus sudistes. Donc, vous voyez, sur le cas du jujubier, on peut avoir une production de jujube, en fait, dans plein d'endroits de France, aussi en ayant des bonnes sélections fruitières. Là, je vais rentrer beaucoup plus dans les détails des plantes qui ne sont justement pas connues. Vous en reconnaissez certaines? Des noix, c'est ça? Oui, des noix, oui.
il y a des noix, ouais. Des châtaignes, ouais. Polonia. Polonia, non. Akebia, oui, tout à fait. Ah ben, on va commencer par l'akebia. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la production d'une liane fruitière. Elle grimpe vraiment dans l'aulne, qui est l'arbre support, qui est le fixateur d'azote. C'est bon, là, au niveau des coloris, je ne sais pas si vous voyez bien. J'aime bien dire que les photos sont réalisées sans trucage, parce qu'on a plutôt l'habitude, là, on dirait des coloris en fait, qu'on voit plutôt dans les forêts tropicales. Et là, on est vraiment sur des plantes de climat tempéré. En Bourgogne, on peut descendre à moins 20 degrés sans aucun problème. Donc, cette liane est une liane chinoise, fruitière. On va manger la pulpe, qui a un goût de pastèque, et le fruit surtout, le mésocarpe, se fait cuire comme de l'endive. Donc, pour les jardiniers, hein, c'est quand même assez long. C'est compliqué de produire de l'endive, et surtout une fois qu'on l'a mangé, tout le travail est à recommencer, exactement comme une salade. Là, vous avez simplement à planter la liane et elle va grandir. Au bout de quelques années, elle va entrer en production. Ça fait vraiment une quantité de fruits, c'est extraordinaire. C'est bleu-gris, ça souffle comme un coquillage. C'est une liane aussi, une liane fourragère. On peut aussi avoir la capacité de nourrir, non pas simplement avec de l'herbe, évidemment du l'ensilage, nos animaux domestiques, mais vraiment à partir de feuillages, d'arbres et de lianes. C'est aussi une liane qui est galactogène. On la teste sur un projet avec des chevriers en Bourgogne, donc pour aussi qu'il y ait moins de passages finalement de vétérinaires et puis plus de production de lait. Je vous parlais de salade, hein, donc le temps nécessaire de la graine jusqu'à la récolte de la salade, et donc une fois qu'on a mangé, on recommence tout. On peut avoir des équivalents qui sont extrêmement intéressants, comme ce que vous voyez en haut à gauche. Ce sont des arbres légumes. Celui-là, en l'occurrence, c'est le cédrel de Chine. C'est un arbre dont le feuillage a un goût entre l'oignon et la cacahuète. Je dirais que 95% des gens qui le goûtent dans la Fogo c'est la forêt gourmande, ils adorent. On a vraiment beaucoup de demandes de chefs aussi qui veulent manipuler le produit. Généralement, on va le présenter sous forme de pesto. Donc, on le broie avec une noix, avec un oléagineux. On le tartine sur quelque chose. Les gens goûtent et disent on dirait de l'ail des ours. Et quand vous leur dites non, c'est un feuillage d'arbre, hein, vous avez une espèce de choc culturel parce qu'on a complètement oublié cet usage-là. On utilisait les tilleuls chez nous en Europe. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, pour la production alimentaire. On connaît les tilleuls sous les inflorescences séchées pour faire des tisanes, mais c'est surtout des arbres, légumes. On va manger les jeunes pousses et on va aussi pouvoir faire de la poudre de feuilles de tilleul. Donc, dans des éléments qu'on connaît moins, on a ici l'arbre aux haricots bleus. On va avoir un cornouiller du Japon qui fait des gros fruits. Ici, ce sont des chalefs d'automne, alors des arbustes qui sont vraiment intéressants d'un point de vue aussi pour les jardins-forêts agricoles. On a une production extrêmement rapide au bout de 2 ans, 2-3 ans. C'est fixateur d'azote, c'est brisant, c'est très mellifère, donc aussi la capacité en fait d'augmenter l'apiculture, en tout cas d'aider un petit peu les populations d'insectes domestiques, mais aussi d'insectes sauvages. Et puis, ça fait en fait sur 3-4 mètres de hauteur des myriades de petits fruits qu'on va pouvoir manger en frais ou en transformé. Je ne sais pas si quelqu'un reconnaît ça. Comment ? Ouais. Non, ce ne sont pas des pommes séchées. Ouais. Alors, c'est l'équivalent pour nous des mangues. Donc là, ça veut dire on arrête d'importer en fait, des fruits qu'on trouve savoureux de l'autre bout de la planète avec un coût environnemental et humain souvent catastrophique. Ça, c'est un arbre qu'on appelle aziminier, qui pousse jusqu'en Ontario, qui tient à moins 25, moins 30 degrés. D'ailleurs, vous en avez au jardin botanique de Strasbourg, là, à 300 mètres d'ici. Il se porte mal parce qu'il a subi vraiment les effets du stress du réchauffement climatique. C'est un arbre, l'habitat d'origine, ce sont les ripisylves, c'est-à-dire les bords de rivières en Amérique du Nord. Exactement comme le sureau, exactement comme la vigne, exactement comme les noisetiers. Ce sont des spécimens qui ont besoin d'avoir quand même suffisamment d'humidité dans le sol pour produire. Des fruits qui peuvent faire jusqu'à 400 grammes, qui sont des grosses mangues, qui sont savoureuses, qui vont se manger de différentes manières. Là-haut, on a l'arbre au concombre, un arbre qui va produire à mi-ombre, en sous-étage, des myriades de petits fruits. Les anglo-saxons adorent, ils en font des pickles, des marinades. Et puis celui en haut, au centre, alors, botaniquement parlant, c'est une sorte de bourrache, mais c'est une bourrache arborescente. C'est une bourraginacée qui fait 20 mètres de haut, qui est couverte de ces petits fruits.
Pour nous, on appelle ça du guacamole de climat tempéré. Ça tient à -20 aussi, pareil. Vous avez simplement récolté les fruits, à passer à l'écrase légumes. Vous avez une purée qui est grasse, qui est lipidique, qui ressort. On sale, on met un petit peu d'épices. Et vous avez l'impression vraiment de manger du guacamole. Hein, les fruits gras dans nos climats, ils sont rares. Si vous allez en Chine, en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Ça s'appelle comment? Oui, pardon. Alors, en français, c'est cabrier de Dickson. Et en latin, c'est Heretia dicksoni. Cabrier de Dickson, l'arbre là. Hein, qui va avoir la fonction aussi, exactement comme la consou de labourage, de bioaccumuler. D'ailleurs, on teste ça aussi comme hyperaccumulatrice pour des pollués. Donc, dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas manger forcément la production des fruits. Et c'est quelque chose qui est extrêmement butiné aussi, un arbre très mellifère. Donc voilà, ça c'est un peu de la cuisine de forestible qu'on travaille soit en interne. Alors ça c'est les chalets, que je vous avais montré sur la photo d'avant. On fait une mousse dessert par exemple avec, qui a un goût vraiment citronné. Les personnes adorent. Ça c'est une compote pomme feijoa. Ça c'est l'utilisation de cornulier mâle. On retrouve la kébilao. Et puis alors, ça c'était, on avait travaillé l'année dernière avec la Maison Loiseau. La partie la plus intéressante de la tarte, c'est le fond de tarte, qui, comme le pain d'épices, je vous disais tout à l'heure, là pour le coup, c'est 100% de la farine du fond de tarte qui provient de farine de fruits d'arbres. Donc on retrouve tourteau de noix, farine de gland et farine de châtaigne. Donc ça veut dire que si on est en capacité de continuer à manger des tartes, des croissants, du pain, des pizzas, enfin tout ce qu'on est gourmand de manger régulièrement, si on a des agroforêts qui sont capables de nous donner des ressources équivalentes en fait aux céréales, ça veut dire qu'on pourrait convertir une partie massive de nos champs en agroforêts à noix et à coque pour nous nourrir, avec une capacité donc de stockage de carbone et de retour de la biodiversité qui serait maximale. À nous. Et c'est sans gluten. En plus, c'est sans gluten. Tout à fait. Voilà, d'autres choses, mais je ne vais pas vous noyer d'infos. Alors, ça, c'est une carte de France qui date maintenant à mon avis, au moins 2-3 ans. C'est une émanation de tous les projets. Donc, on en est véritablement au niveau national à des milliers de projets en cours. Donc, pour nous, vraiment, les citoyens se sont emparés de ce concept qui est nouveau et le font, comme je le disais, d'un point de vue vivrier, pour l'espace public. Il y a des projets de plus en plus qui ont une nature agricole. Là, on est, à notre sens, sur vraiment le développement d'une phase numéro 2, c'est-à-dire à la fois avoir de la donnée chiffrée, données scientifiques, et commencer un travail de lobbying au niveau territorial pour vraiment les instances mettre de l'argent sur la table et puis hyper-développent ces projets-là qui sont quand même au niveau des retours assez passionnants. Alors, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à ça. Par exemple, en Hollande, il y a des jardins-forêts, je vais vous montrer des photos, en tout cas des jardins-forêts agricoles qui ont une bonne quinzaine d'années et qui sont financés par la PAC hollandaise. Et le gouvernement là-bas veut développer à l'horizon 2030 plus de 1000 hectares de forêts comestibles dans un but vraiment de rentabilité. On peut commencer une forêt comestible dans n'importe quel paysage. C'est-à-dire que, généralement, les porteurs de projets viennent, ils ont une prairie. Moi, c'était mon cas de figure il y a 14 ans. On peut partir d'un verger qui va être des linéaires dominés par une seule famille botanique, c'est les rosacées. Parce que si vous mettez de la prune, de la poire, de l'abricot, de la pomme, c'est botaniquement parlant juste de la famille des rosacées, des plantes qui sont d'ailleurs sensibles aux feux bactériens, à différentes maladies. Là, l'idée, c'est vraiment de souvent d'ailleurs casser les linéaires et de venir garnir en fait avec beaucoup plus de diversité de familles botaniques et d'avoir des effets comme ça aussi qui vont protéger par rapport aux maladies. Donc, une diversification des vergers. On peut partir d'une forêt ou de différents types de forêts avec ou sans clairière pour les recomposer. Ça peut être aussi, il y a des porteurs de projets qui viennent, ils sont dans le Jura par exemple, il y a le scolite sur des monocultures de conifères. On peut complètement repenser, réadapter la forêt et l'envisager à la fois une forêt de demain, mais en plus une forêt qui va nous donner à manger. Parce que c'est ça qui est nouveau. C'est qu'à la fois, on est dans l'agriculture et dans la foresterie, sauf que les agriculteurs en France ne sont pas du tout éduqués pour comprendre ces modèles-là, et les forestiers non plus. La foresterie, ça sert à quoi? À produire du bois de chauffage, du bois de construction. On s'y promène aussi dans les forêts pour chasser ou pour chercher des champignons ou prendre l'air.
mais en aucun cas pour véritablement se nourrir. Donc on est vraiment sur quelque chose, vraiment un produit de synthèse par rapport à tout ça. On peut partir d'une friche, donc quelque chose qui va être dominé par les ronces, par l'aubépine, voilà, par tous ces végétaux. L'idée dans ce cas-là n'est pas du tout de tout détruire, mais vraiment de comprendre ce que le vivant met en place et de venir en fait s'insérer dedans, recréer des sentiers, faire des alcôves de plantation, travailler avec ces ronces aussi qui sont vraiment favorables, en tout cas dans certains secteurs, parce que la ronce, voilà, vous le savez sans doute très bien, c'est le berceau de la forêt. C'est vraiment des bonnes plantes compagnes quand on veut reforester derrière. Et puis zone urbaine, on va voir sur des cas comme celui-ci par exemple. Donc là, on estime à au moins une cinquantaine de projets partout en France, hein, dans des villages ou dans des villes de forêts comestibles. Alors, exemple que je vous montre ici, c'est dans la communauté de communes de Dijon, à Chenôve. On était sur 1800 mètres carrés, donc ça vous montre qu'on peut vraiment partir sur des petites surfaces. C'était une pelouse, hein, c'était ce qu'on appelle vraiment des délaissés, c'est presque invisible, c'était simplement les chiens qui venaient faire leur crotte dans le coin. 1800 mètres carrés qui ont été transformés, et c'est ça qui est assez extraordinaire aussi, en 2 jours de plantation participative et collective. Il y avait 80 personnes par jour. Donc le projet il a vraiment été construit avec les riverains, c'est pas quelque chose qui a été imposé, il était co-construit sous des formes de maquettes. Quels étaient les usages qu'ils souhaitaient retrouver dedans, qu'est-ce qui les intéressait, quelles plantes aussi. En l'occurrence, c'est un quartier prioritaire ici. Donc, un quartier, on nous a dit, mais écoutez, c'est complètement pas réaliste parce que soit il faut tout refermer et mettre des caméras, sinon tout va être dégradé. On n'a pas du tout procédé comme ça avec l'association qui nous accompagnait, qui était une association de terrain qui s'appelait Pirouette Cacahuète. Il y a vraiment eu un travail de fond qui était fait avec les citoyens et un espace qui s'est construit en 2 jours avec cette espèce d'effervescence. Évidemment, il y avait un plan de conception fait auparavant, la commande des plantes, tout était préparé. Et en 2 jours, en fait, une espèce de transformation avec aussi une scénographie et un espace qui immédiatement était beau vu du sol et aussi vu du ciel, parce qu'on a des étages, des fois jusqu'à 8 étages qui sont justement empilés. Donc ça, je vous ai simplement mis un petit peu le protocole tel qu'on accompagne, enfin les projets peuvent se développer en tout cas sur les espaces publics. En général, ça commence par une réunion publique justement pour expliquer ce que c'est une forêt comestible, qu'est-ce que ça n'est pas, pour vraiment partir de ce socle commun. Après, voilà, c'est vraiment faire un inventaire de parcelles, un recueil de données, donc évidemment analyser la structure du sol, l'état, voilà, est-ce qu'il y a des corridors, faire l'inventaire de la faune, de la flore. Il peut y avoir évidemment des plantes qui sont des plantes protégées, certaines orchidées par exemple. Comment on va les incorporer, vraiment les maintenir dans ces projets-là. Ça peut être aussi des animaux protégés, ça peut être des crapauds, ça peut être des tritons. Donc, comment on va maintenir ces populations-là, voire leur permettre d'être même en expansion. Voilà, co-construction avec les usagers, pédagogie. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça c'est un cœur d'attention aussi par rapport à ce qu'on se dit ce soir. La pédagogie qui est complètement, la plupart du temps, c'est pourquoi ces projets se développent pas. Ces projets se développent pas parce qu'on connaît pas les plantes. Donc il va falloir connaître ces végétaux-là. Je vous parlais de 1000 espèces nouvelles ou de 7000, mais des fois c'est une partie du végétal qui va se consommer. Et ce n'est pas l'intégralité. Vous le savez très bien sur la rhubarbe, hein, vous allez manger les côtes, le pétiole de la rhubarbe, en aucun cas la feuille, le limbe. Hein, donc ça, c'est parce qu'on l'a vu faire de nos parents, nos grands-parents, des personnes qui nous ont enseigné. Et bien là, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un bon fond de connaissances. Et d'ailleurs, je pense que, je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins de travail à terme et d'intervention. Ça, j'en suis sûr. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup plus de connaissances à avoir que dans le modèle agricole. C'est en fait les 2 grandes différences. L'agriculture, c'est beaucoup de temps, d'énergie, finalement, pas tant de connaissances que ça, alors que dans ces modèles agroforestiers, il y a une complexité qui peut être à la fois structurale, spatiale, dans la composition des espaces, et vraiment dans l'utilisation de ces plantes-là pour se nourrir, pour se soigner, pour faire des teintures et plein d'autres choses. Donc, quand on est sur les espaces publics, c'est hyper important aussi, justement, de leur dire une forêt à manger, oui, elle se mange, mais tout ne se mange pas forcément dedans. Donc, comment on fait pour qu'il y ait les précautions d'usage, pour qu'il n'y ait pas de risque. Donc, voilà, ça, c'est des choses, on pourra rentrer plus en détail sur des questions par rapport à ça. Mais ça, c'est vraiment un point de vigilance. Donc, ça va être avec des écriteaux,
Ça va être avec un panneau d'accueil, un totem. Voilà, qu'est-ce que c'est que cet espace, qu'est-ce qu'il n'est pas. Et puis, il peut y avoir, sur ces projets publics, la création de postes salariés d'animateurs de forêts comestibles sur l'espace public. Vraiment des métiers d'avenir. Il y a les temps de réalisation voilà, qui se font vraiment idéalement tous ensemble. Atelier de plantation. Et puis, il y a vraiment cette feuille de route qui va être établie, ce plan de gestion. C'est comment on accompagne l'évolution de la forêt sur la première année, les 5 premières années, etc. Qu'est-ce qui vont être les travaux qui vont être à réaliser. Et puis dans ce cas-là, quand on est sur un projet public, bah, c'est bien d'imaginer cette transmission parce qu'effectivement, il y a des personnes qui arrivent, il y a des personnes qui repartent. Donc certainement d'avoir un livre d'or pour dire, bah voilà, on a fait ce chantier participatif, il s'est passé ça, il y a ça qui a bien fonctionné, ça c'était plus compliqué, et vous allez garder en mémoire finalement, vous allez pouvoir aussi documenter, ça c'est hyper important, de photographier à l'année 0, de faire des inventaires, et en fait vous allez avoir tout ce fond documentaire qui va se nourrir année après année, et quand vous allez, le jardin va avoir 5 ans, va avoir 10 ans, va avoir 15 ans, vous allez dire, waouh, putain, c'est vrai que c'était ça la parcelle de départ, c'est incroyable en fait. On croyait les premières années que ça ne pousserait jamais, et moi c'est ce que je pensais à la forêt gourmande. Au début, j'ai pleuré parce que je peux vous dire que les premières années, c'était très compliqué, 2,5 hectares tout seul en ayant une autre activité à côté. Et à un moment donné, on a vraiment voilà, cette réaction de l'écosystème et ces végétaux qui finalement sont sociaux par nature et sont capables, quand on les implante bien les uns avec les autres, bah, finalement d'avoir des réactions positives et de s'entraider, en tout cas, en partageant efficacement l'espace. Peut-être petit aparté qui pourrait intéresser des personnes ce soir, voilà, c'est les jardins-forêts là qui sont vraiment agricoles. Donc c'est un but, je le disais, pour avoir un nouveau scénario dans la production alimentaire, pour avoir une rentabilité, pour créer un métier vraiment d'agriculteur autour de tout ça. Donc il y a un projet qui est lancé qui s'appelle justement les forestibles aux portes du Jura. Le projet a 1 an. Sur 3 hectares, il y a déjà eu des productions dès la première année, des choses qui sont assez remarquables. Alors, dans ce cas-là, la forêt comestible, elle est construite en allées, donc d'une façon beaucoup plus simplifiée, évidemment, pour pouvoir sortir facilement les productions. Et là, on ne va pas du tout partir comme dans la Phobos sur 1000 espèces, ça n'aura aucun sens. On va cibler 50 espèces alimentaires, qui sont des espèces super intéressantes, ou 80 maximum, ce qui est déjà remarquable pour un système agricole. Et voilà. Ça, c'est une forêt alimentaire agricole en Hollande, celle de Wouter van Eck. Vous voyez, en fait, il y a 2 modèles agricoles. J'aime bien cette photo contrastée. Ça, c'est l'AGER, AGER, c'est les champs cultivés pour les anthropologues. Et ça, c'est vraiment le modèle de l'Ortus. Autant vous dire que ça fait un choc culturel, là. C'est une photo assez imparable. Voilà, ça c'est simplement pour rebondir sur l'évocation tout à l'heure des forêts scientifiques. Donc là, c'est sur le site du Cange, un site qui est un site de haut fourneau avec des taux d'hydrocarbures à longue chaîne, de métaux lourds, d'éléments traces, et puis plein d'autres choses encore. C'est un jardin aussi qui est touristique, en fait, qui sert, c'est très impressionnant, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui sert de décor des fois de cinéma. Donc on est sur une interaction aussi avec le public, avec des visites commentées qui sont construites là-bas, et vraiment dans un but aussi de vulgarisation scientifique de ce qui est en fait cherché, analysé, et quel est le but de ces espaces-là. Donc là, on a 3 parcelles de 250 mètres carrés, donc voilà, pour tester cette hypothèse de 3D dépolluante, parce que, en fait, encore une fois, civilisation de l'herbe, pour dépolluer avec de la biomasse végétale, très, très, très majoritairement, on n'utilise que des herbes. On se doute que les racines d'arbres et cette symbiose avec cette diversité va certainement être beaucoup plus efficace pour extraire, dégrader des chaînes carbonées, etc. Et ben voilà, c'est la fin de la présentation. C'est ce qu'on appelle voilà, la reforestation nourricière, je ne vous l'avais pas dit, mais en tout cas, merci de votre attention et n'hésitez pas à me poser toutes les questions. Certains d'entre vous connaissaient ce concept, je ne vous ai pas demandé avant. Mais...
C'est une évidence, on va tous en forêt et on va cueillir des cornouillers mâles. Oui, sauvages. En septembre, octobre, faut oser. On dit aussi que tout ce qui est rouge, c'est poison. C'est très réductionniste comme on dirait. Est-ce que je peux vous demander d'utiliser vos micros, ce qui nous permettra d'entendre éventuellement les questions un peu mieux? Merci. Oui, pour répondre à votre question, si j'avais déjà entendu parler, j'en avais déjà entendu parler, mais très vaguement. J'ai entendu parler du concept de syntropie. Est-ce qu'il y a un rapport ou est-ce que c'est la même chose ou... La syntropie, ouais, c'est vraiment une manière de travailler avec effectivement cette succession végétale. Donc en fait, ça répond exactement comme ça à l'agroforesterie sous les tropiques, c'est-à-dire qu'on va planter en densité, on va venir resculpter cette biomasse qui va être en partie fertilisante. Je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans tous les détails. En tout cas, dans la Fogo, par exemple, on a planté ce qu'on appelle, nous, les espèces cibles, celles qui vont nous nourrir, qui nous intéressent, qui ne vont d'ailleurs pas être taillées. On ne taille pas les pommiers, on ne taille pas les châtaigniers, on ne taille pas les poivriers de Sichuan, on ne taille pas tout ça. Par contre, on a planté exactement comme font les forestiers, en grande densité, et après, on va couper ces spécimens-là qui sont venus en supplément, mais qui vont donner à manger, eux, à la forêt. C'est en fait, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de fertilisation. En fait, bien sûr que si, il y en a une, mais elle est vraiment confiée au vivant, cette biomasse végétale qui était plantée densément. Et quand vous plantez densément, au démarrage, justement, vous allez très vite modifier les paramètres de la parcelle. Donc au départ, on est dans un champ. Hein, il fait chaud, il fait froid. Ça peut varier super vite, même des fois dans la journée. Il y a du vent. Il y a très peu de chaînes, de régulateurs, d'auxiliaires qui sont présents. Donc, quand vous commencez justement à remettre du volume, tout plein d'arbustes qui vont être en croissance, eh ben on va freiner les couloirs de vent, on va créer du mi-ombrage, donc les plantes vont pousser beaucoup plus efficacement. Et puis surtout, vous allez avoir un faisceau racinaire qui va se démultiplier. Et donc, qui dit faisceau racinaire, ça veut dire exudat des racines. Hein, on sait quand même qu'il y a jusqu'à 20 à 40% des sucres de la photosynthèse des végétaux qui repartent transpirés par les racines des plantes, qui repartent en fait dans le sol sous forme de petites molécules organiques. Pour faire quoi? Pour nourrir les champignons et les bactéries. Et si les plantes font ça, c'est parce que c'est hyper important. Et c'est aussi ce qui a permis justement cette démultiplication racinaire et du microbiote, sans aucun doute de cicatriser dans la forêt gourmande le sol qui est extrêmement dégradé. Je vous disais, c'est une pâture. On est sur des sols qui sont limoneux en surface, qui peuvent être très hydromorphes à certains secteurs, donc très, très, très compactés. Les premiers trous de plantation, c'était bleuâtre et ça sentait la vase. Maintenant, on en est à pouvoir, c'est comme du couscous de sol, on gratte le sol presque à main nue. Et ça, il n'y a eu aucune mécanisation dans la Fogo. C'est vraiment le vivant, la vie du sol et les racines qui ont remodifié tous ces paramètres. Donc, on n'a pas changé la texture du sol, on a changé sa structure par le vivant. C'est ça que j'ai envie de vous dire finalement ce soir, c'est cette capacité vraiment extraordinaire du vivant à se cicatriser si on le comprend et qu'on le guide, donc on le laisse faire. Les personnes qui viennent, on a quasiment plus de 2000 personnes à l'année qui viennent, alors que ce n'est pas du tout construit pour ça dans la Fogo, sont assez ébahis de l'état sanitaire des plantes et de la vitalité de l'écosystème, alors que voilà, il y a 14 ans, il n'y avait rien. On a une parcelle test qui ressemble vraiment à ça. Sur les comptages, il n'y a juste rien. Et puis, on a vraiment l'attente de voir sur le stockage carbone, mais je pense que ça va être assez édifiant de voir l'avant et après. Donc voilà, la syntropie, les jardins-forêts, les forêts comestibles, ça reste cette plantation en densité-diversité, et l'horticulteur, il vient en fait couper pour faire des entrées de lumière et nourrir à partir de la biomasse sur site. Parce que l'agriculture actuelle, elle fait quoi? Ah bah oui, il y en a, ils ont des super rendements, mais ce qu'on efface, ce qui est invisibilisé, c'est que la fertilisation, elle vient d'une autre parcelle. Donc il faudrait en fait additionner toutes ces parcelles-là pour pouvoir arriver à cette production finale. Ici, la fertilisation, elle est vraiment produite par le site lui-même. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a des... Je suis là. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des sols sur lesquels il y a eu déjà des échecs et des sols qu'on dirait, entre guillemets, impossibles ou à éviter? Les seuls sols qui ne pourraient pas porter une forêt comestible sont des sols où ils sont très maigres et
Le climax, hein, la partie, la végétation maximale, ce serait une sorte de fruticée, c'est-à-dire des sortes de choses qui sont buissonnantes, qui n'arrivent pas à se développer parce que les sols sont extrêmement maigres. Encore que, voilà, il y a des projets qui sont lancés en maquis, en garrigue, et donc avec des spécimens qui sont particuliers et qui permettent de faire des forêts comestibles méditerranéennes. J'ai une question sur Ucange. Est-ce que c'est une forêt qui est quand même nourricière ou simplement dépolluante? Alors, il y a effectivement des spécimens, on l'a construit pour qu'elle soit nourricière. Voilà, l'idée, c'est qu'il va falloir évidemment attendre les analyses pour voir si c'est consommable ou pas. Alors, ça va être vraiment d'une plante à une autre et selon le pH du sol, selon la nature des polluants aussi qui sont concernés. Mais pour vous donner un exemple, on a mis de la vigne. Alors, la vigne là-bas, elle va être conduite vraiment sous forme de guirlande. La guirlande, ça veut dire qu'un pied de vigne va pouvoir faire 20 mètres de largeur, hein, puis des fois partir dans les arbres. Est-ce qu'on va pouvoir consommer les grappes de raisin? Est-ce qu'il y aura de la pollution dans les grappes de raisin? Ou au contraire, est-ce que ça va être condensé dans le pépin? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir faire de l'huile de pépin de raisin? Parce que c'est une liane oléagineuse. Est-ce qu'on va manger le feuillage? C'est une liane légume. Ça, on l'a oublié, mais dans tout le bassin méditerranéen, ils font des dolmas. C'est hyper utilisé. Moi, je vois des fois des personnes qui sont des personnes issues de l'immigration, des fois dans des jardins botaniques en France, où s'il y a de la vigne sur des fois des ronds-points, ils vont faire de la cueillette de feuilles. Et pourquoi? C'est pour l'utiliser vraiment en légumes. Et quand c'est cueilli au bon stade, c'est assez bluffant. Il faut manger des feuilles de vigne, en sachant qu'on a des sélections en plus pour avoir des cépages qui sont vraiment pour des cépages de vigne légumes. Donc voilà. Est-ce qu'au contraire, ça va être condensé dans le bois? C'est-à-dire, évidemment, on ne va pas manger le bois. Est-ce que ça va être maintenu dans les racines ou tout simplement à l'horizon racinaire dans les humus, parce qu'on sait qu'on va avoir une stabilité dans les humus. Donc c'est du cas par cas. Il y a des cornouilles qui ont été plantées là-bas. Est-ce qu'on va manger les cornouilles? Est-ce que ça va migrer dans telle ou telle partie? En tout cas, le but à Ucange, c'était de planter tous les végétaux qui nous permettent d'avoir toutes sortes d'aliments, qui soient des tubercules, qui soient des fleurs alimentaires, qui soient des sirops de sève, des produits de la ruche, des noix, voilà, pour pouvoir tester en fait cette espèce d'assemblage d'aliments qu'on peut avoir à partir de tous les ingrédients de la forêt, même si ça reste sur une petite parcelle. Alors, j'ai une question concernant ici. Oui. Bonjour. La forêt là, que tu as plantée, c'était il y a une dizaine d'années, je pense, avec l'évolution le changement climatique, l'augmentation des canicules. Est-ce que tu ferais un petit peu différemment maintenant ou... Non. C'est intéressant de voir justement sur cette résilience, mais résilience qui n'était pas au départ. Je vous disais, les premières années étaient très compliquées. Résilience maintenant, quand il fait beaucoup trop chaud, beaucoup trop sec, ça peut nous arriver d'avoir 2 mois à plus de, des fois 40 degrés en Bourgogne, bah exactement comme vous, on est dans l'est de la France, donc on peut dire que les chaleurs caniculaires, on les connaît. Cette année, c'était excédent de pluie. On est à je ne sais pas combien d'excédents de pluie. La forêt est luxuriante, on dirait une jungle, et des productions qui étaient maximales aussi. Alors évidemment, elle est moins productive puisqu'elle n'est pas arrosée sur les années très chaudes et sèches, mais elle reste verte, elle reste assez... Enfin, c'est vraiment intéressant. Et on le voit aussi sur les gelées de printemps. Genre, encore une fois, sur la vigne qui va être maintenue, qui va être conduite avec des arbres, elle ne gèle strictement pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez choquant. Quand on travaille avec le château de Meursault, hein, qui est l'un des plus gros domaines viticoles de Bourgogne, ils ont 110 hectares, ils sont obligés d'avoir des technologies avec des éoliennes, ça coûte 100 000 balles, ils mettent l'éolienne pendant 2 nuits pour empêcher le gel. Alors pourquoi? Puisque la vigne est une liane européenne, pourquoi elle gèle au printemps? Puisqu'elle débourre précocement. Parce que dans son écosystème d'origine, elle grimpe dans les arbres. Donc non seulement elle est en hauteur, mais en plus vous avez la foliaison, l'arbre qui recommence à faire ses feuilles, qui va être en fait un abri climatique. Et dans la Fogo, il peut faire du -2, du -3 à la fin du mois d'avril, on a systématiquement du raisin. Parce qu'on recrée en fait les conditions physiologiques, les besoins de ce végétal qui est un végétal qui a besoin d'arbres compagnons. Donc voilà, cette espèce de système, il y a vraiment un amorti qui se fait au niveau climatique. S'il y a de la grêle, évidemment qu'il y a des choses qui vont être impactées, mais en sous-étage, ça aura déjà été protégé par l'effet parasol des arbres dessus. J'ai une remarque à faire aussi, si vous voulez bien.
vous parlez de la biodiversité alimentaire. Ben, il se trouve que l'exemple que vous donnez là, c'est magnifique. C'est ces petits patchs emblématiques au milieu de la monoculture. Eh bien, ça a un autre intérêt, c'est d'attirer des espèces animales emblématiques ou rares. Alors, moi, je fais ça, je pratique un peu ça aussi, l'agroforesterie depuis pas mal de temps. Et puis, il y a beaucoup de fruits qui ne sont pas récoltés. Pas c'est ouvert, mais bon. Et du coup, il se trouve qu'il y a des espèces assez rares qui arrivent, le Milan, le Grand-Duc, enfin, donc des choses complètement étonnantes. Et simplement pour dire, on offre un supermarché pour la biodiversité. Et ça, c'est fabuleux de le constater. Donc, ce n'est pas nécessairement que pour notre pomme, mais c'est pour toutes les pommes. Le but de ces projets-là, en tout cas quand ils sont vivriers, c'est vraiment de partager en plus l'espace avec le reste du vivant. Hein. Ça, c'était le but premier de la FOGO, mais de la plupart de ces projets-là. Pour rebondir sur ce que vous dites, par exemple, dans les mares alimentaires dans le jardin, donc des mares où on fait de la cueillette de plantes aquatiques, on a eu, dans une seule mare, il y avait 14 pontes de grenouilles temporaires, hein, les grenouilles des bois, ce printemps. Grenouilles des bois, j'en avais aucune il y a 14 ans. Il y en a absolument partout. Quand on se promène, évidemment, c'est l'année pluvieuse. Donc, on va avoir une régulation en plus des limaces grâce à ces amphibiens. Mais il y a certaines zones en France où elles ont un déclin absolument massif. Ils ne savent même pas pourquoi. Enfin, on le sait, hein, entre les pathogènes aussi et puis les polluants en tout genre. Et là, effectivement, voilà, les amphibiens reviennent, les reptiles, les enfants s'éclatent. Ils ramènent souvent des orvets ou même des coronels. Voilà, il y a vraiment cette capacité finalement de vivre exactement comme ce qu'on voit sous les tropiques. L'image que je vous ai montrée tout à l'heure avec le monsieur qui était dans l'agroforêt, c'est une agroforêt en Éthiopie. Ces systèmes-là ont été vraiment étudiés par la marraine de l'ASSO de l'association Forêt qui s'appelle Geneviève Michon. Elle a expertisé ces agroforêts depuis les années 80. Elle a bossé à l'IRD. Ce qui était incroyable, c'est qu'effectivement, comme je vous dis, le village va vivre intégralement de ces systèmes-là, mais en plus, vous allez avoir toute la flore endémique qui va revenir. Alors là-bas, c'est dans la canopée, hein, puisqu'on est dans les forêts tropicales, et vous allez avoir toute la faune, et il y a des tapirs qui reviennent, il y a des jaguars, il y a des éléphants de forêt, et il y a une espèce c'est même pas une tolérance, c'est qu'en fait, les peuples forestiers, ils voient ces animaux-là, non pas comme des ennemis, mais vraiment comme des espèces sœurs. On est d'ailleurs sur des civilisations et puis des religions qui ne sont pas du monothéisme, mais quelque chose de beaucoup plus animiste, avec aussi une interpénétration, une imbrication de toutes les choses, un respect pour les rivières, un respect pour toutes les formes de vie qui peuvent être pour nous des frères ou des sœurs, effectivement, mais ça peut aller vraiment loin dans cette logique. Et à l'inverse, nous, dans notre modèle occidental, on était très loin dans la division, dans la séparation, et dans le contrôle, dans la maîtrise et dans finalement la destruction. Hein. Mais toutes ces choses-là, elles sont totalement reliées. Et je pense que les grands questionnements, les choses qui nous agitent tous au niveau social, sur la place des humains, sur la place des hommes, des femmes, du respect des uns des autres, de comment on élève les enfants aussi, tout ça, ça fait partie de ces questions-là. Parce que si on raisonne aussi sur l'éducation des petits, des enfants, on était très longtemps sur un système de dressage. L'école a été un dressage. L'école a été finalement quelque chose de... Il faut se maintenir sur un siège. Et là, il fallait dresser les végétaux aussi. Il faut les tutorer, il faut les tailler parce qu'on considère qu'elles sont incapables de produire. La vigne, elle n'est pas taillée dans la FOGO. Elle produit massivement. Et on ne taille pas de la vigne pour qu'elle produise plus. On taille de la vigne pour qu'elle produise moins. On a un but vraiment capitaliste. C'est l'objectif des domaines viticoles, de tailler la vigne pour avoir très peu de production de raisins et de vendre très cher les bouteilles de vin derrière. D'ailleurs, autre exemple pour bien comprendre ça, il suffit de faire une psychanalyse en fait juste de la vigne et on comprend la société qu'on a édifiée derrière. Les cépages interdits dans les années 30, ont été interdits parce qu'ils étaient trop productifs et jamais malades. Donc on a des cépages qu'on utilise du coup dans ces forêts comestibles parce que vous allez avoir beaucoup plus d'hygrométrie, donc plus de manifestations fongiques potentielles. Ça, je vais peut-être pas suffisamment insister ce soir, mais ça sert à rien de mettre
une variété de raisin qui nécessite du traitement, ou de la pomme golden, qui est un emblème de l'arboriculture des années 50, donc où il faut 25 ou 30 traitements phyto pour avoir de la pomme derrière. Non, on va utiliser des pommes qui sont résistantes à la tablure, et on va utiliser de la vigne qui résiste au mildiou, à l'oïdium et au phylloxéra, qui va produire en plus vraiment énormément. Et voilà, soit vous faites les vendanges, soit c'est les oiseaux qui vont vendanger les raisins. Et puis, je peux vous dire qu'une vigne qui va venir draper un arbre sur 20 mètres de hauteur et que c'est des vendanges, exactement comme des floraisons glycines immenses, mais là, c'est des grappes de raisin, c'est extraordinaire. Et vous êtes direct refuge LPO, ça c'est sûr. Alors chez moi, j'en ai des vignes comme ça à 20 mètres de haut, et je peux vous dire, quand les étourneaux arrivent, c'est la fête. Et des centaines d'étourneaux, et pour moi c'est un spectacle, et j'ai autant de plaisir à les voir, à les écouter, que de manger le raisin. De toute façon, il y en a assez pour tout le monde. Oui. J'avais une question concernant les espèces que vous importez. Vous n'importez que les arbres, les plantes, mais pas les insectes ou les oiseaux associés qui souvent ils vivent en association, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres animaux ou insectes qui viennent s'adapter à ces nouvelles espèces, ou comment ça se passe? Oui, c'est une bonne question. Pour revenir, vous savez, ces petits fruits jaunes que je vous montrais, qui avaient été transformés en dessert, en espèce de mousse dessert citronnée, là, on appelle les chélèves d'automne. Premières années, ils produisent, les oiseaux ne s'y intéressent pas du tout, ils ne connaissent pas la plante. Et maintenant, si on ne vient pas récolter les chélèves à temps, c'est les oiseaux qui les vendangent. Puis alors, massivement, les premiers ont commencé à goûter, ont transmis les informations aux autres, et ça s'exerçait sur les fruits à forme rouge. Il y a aussi les cultivars à forme jaune. Donc avant, ils ne touchaient pas les jaunes, et maintenant, ils mangent aussi les jaunes. Donc c'est intéressant de voir, en fait, cette espèce de coévolution, de toute façon, qui est au-delà de notre compréhension, comme ça, qui est une compréhension qui est trop sommaire. On est vraiment sur quelque chose d'hyper complexe. Une coévolution entre la faune, la flore, et puis la fonge, et puis le monde microbien, évidemment. Mais voilà, il y a des espèces de réactions comme ça qui se font. Et les animaux qui sont capables de butiner les fleurs de végétaux qui semblent des végétaux exotiques, comme ça c'est un poivrier de Sichuan, des Anthoxylum. Ils vont pouvoir, les abeilles, les insectes vont pouvoir butiner. Il va y avoir des ressources qui vont être utilisées par la faune, qui va s'éduquer, qui va apprendre petit à petit, qui va retrouver l'usage de ces plantes-là, des plantes qui en fait, on pourrait imaginer aussi qu'elles sont exotiques. Elles le sont de fait parce que, c'est étonnant, c'est peut-être l'une des premières conférences que je fais, on ne pose pas la question sur les plantes qui semblent venir d'ailleurs. En fait, elles ne viennent pas tellement d'ailleurs, pas autant que ce qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'en fait, on avait tous ces végétaux que je vous montre en Europe. Il y a, pour la plupart, c'est difficile de généraliser comme ça, mais il y a 2 millions d'années, c'est-à-dire c'est avant-hier dans le clin d'œil de l'évolution. Les plantes à fleurs, elles ont 150 millions d'années. 2 millions d'années, on avait, les continents étaient similaires, on avait des climats qui étaient plus chauds qu'aujourd'hui, justement. On avait une diversité dans les forêts qui ont été en fait complètement dévastées par les grands cycles de glaciation du Quaternaire. Et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on a oublié, c'est qu'on a en fait les forêts les plus pauvres de la planète au niveau de la diversité, ce qu'on appelle la dendroflore, c'est-à-dire la flore ligneuse en arbres, en arbustes et en lianes. On n'a pas ça du tout en Amérique du Nord, on n'a pas ça du tout en Asie, et c'est pour ça que les botanistes, c'est pour ça que les horticulteurs, c'est pour ça que les navigateurs et autres ont ramené, les paysagistes ont ramené les plantes pour venir garnir en fait nos jardins ou faire d'autres choses dans les forêts, etc. Parce qu'on a vraiment une très très faible diversité à cause de ça. L'idée est finalement de revenir finalement à ces spécimens qui sont capables de nourrir la faune, ça c'est sûr. Je voulais poser une question. Vous avez abordé la question de la production, mais qu'en est-il de la distribution après, parce que là, ça reste quelque peu très, très discret dans des territoires diversifiés, mais ensuite, si l'on généralise
ce concept, il va falloir passer à une dimension supérieure. Ah bah, tout à fait. C'est là que les pouvoirs politiques et l'engagement politique est important. C'est là aussi que le travail qu'on va mener avec Agro-Dijon, par exemple, pour vraiment envisager la création de filières, justement. Donc, je vous parlais de la production, mais il y a la transformation et il y a la création de ces filières-là. Au Forestible, dans le projet d'Audrey vers le Jura, il y a 50% des plantes qui sont des plantes connues. Voilà, il y a 50% des espèces qui sont totalement nouvelles. Donc, effectivement, comment on va distribuer ou utiliser ces ressources-là? Donc, il y a plein de... Ça va être aussi au cas par cas, hein, en fait, espèce par espèce. Mais avec les profs d'Agro-Dijon, par exemple, ça va être aussi du travail sur la transformation alimentaire. Comment on va présenter la zimine? Comment on va présenter les chèvres d'automne? Qu'est-ce qu'on va faire des akébis? Qu'est-ce qu'on va faire des marrons? Les marrons d'Inde, peut-être ça va vous étonner aussi ce soir, mais les marrons d'Inde, c'est aussi une ressource qui était consommée par les peuples de climat tempéré, qui est une ressource toxique crue. Marrons d'Inde, vous avez partout dans la ville de Strasbourg. Si vous les mangez crus, vous allez être évidemment malade, vous vous empoisonnez. Il y a des saponines et des tanins. Vous pouvez faire d'ailleurs de la lessive en faisant les premiers lessivages avec les marrons d'Inde. Et après différentes extractions, on a encore une farine, une matière première calorique qui va être utilisée. Donc, c'était les marrons de plein d'espèces qui servaient. Donc, comment on va pouvoir en fait avoir des protocoles de traitement, améliorer en fait l'utilisation de ces ressources-là? Parce que alors, en fait, quand on regarde bien, comment ça se fait qu'on n'a pas domestiqué, qu'on n'a pas ces milliers et ces milliers d'ingénieurs, de chercheurs et ces millions qui sont mis sur la table pour en fait mettre de l'énergie à domestiquer des nouvelles espèces. On est clairement 40-60 espèces alimentaires, comme je disais tout à l'heure, c'est un goulot d'étranglement génétique, c'est une aberration agronomique de confier notre alimentation à 40 ou 60 espèces alimentaires. Quand on sait qu'il y a plus de 300 000 espèces de plantes à fleurs, évidemment on ne se mange pas toutes, mais il y en a énormément, comment on en est arrivé là? Ça, c'est un questionnement politique, philosophique, culturel, ça mêle vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, l'idée, c'est de construire ces filières-là. Il y a beaucoup de gens autour des tables, des gens qui sont vraiment en train d'amener leurs compétences, leur envie, leur motivation pour repenser les choses. Donc c'est en cours, hein, mais voilà, tout le monde aussi est évidemment par ce qu'il peut mettre en place chez lui ou là où il va exercer, etc., avoir cette exemplarité, même sur des petits modèles, pour montrer quelque chose de nouveau, de possible. Oui. Comme monsieur... Je vais prendre le micro. Comme monsieur parlait de l'après, moi je voulais rebondir, mais vous aurez peut-être une réponse à peu près similaire. Sur l'avant, c'est la question foncière aussi. Je ne sais pas si les 1000 visiteurs que vous pouvez avoir dans votre forêt sont propriétaires. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Parce que vous parliez par exemple, pour étayer, d'activités vivrières. Alors, pensons aussi que le modèle d'agriculture actuel a dépossédé beaucoup de familles de leurs terres et donc de leur possibilité de vivre d'une activité vivrière, voire d'une activité, pour reprendre un autre concept africaniste, d'activité vivrière marchande. On peut très bien utiliser une partie pour soi et revendre une autre partie. Ouais. Alors, il y a plein d'éléments que votre question soulève, c'est qu'au niveau du foncier, alors juste une petite aparté d'un point de vue au niveau du cadastre, on est sur une proposition qui est complètement nouvelle, qui n'existe pas. C'est pas de la forêt, c'est pas du verger, c'est pas de l'agriculture, ça n'existe pas, donc il va falloir créer une nouvelle catégorie cadastrale. Donc il y a des personnes qui sont propriétaires du terrain. On avance, c'est nouveau, donc on avance en lisière. Ça veut dire qu'au niveau législatif, monsieur, quand vous me disiez créer des filières, ça veut dire aussi revoir la législation, parce qu'on tombe aussi sur le coup des novel foods. Novel foods, hein, c'est des nourritures nouvelles. Enfin bon, voilà, il y a tout un carcan évidemment administratif autour de tout ça. Mais plus il y aura de projets, plus il y aura d'envie, plus il y aura de demandes citoyennes, plus les projets vont aussi se développer. Donc il y a des personnes qui sont propriétaires de leur terrain, voilà, qui vont mettre en place ces forêts comestibles. Comme je vous dis, ils ont un pré, ils ont une forêt, ils ont n'importe quel type de paysage. Il y a les personnes qui habitent dans un immeuble qui n'ont rien, qui ont juste un balcon. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment justement le lancement de forêts partagées, participatives, communales. On va se dire, tiens, il y a un délaissé là dans la ville, ça ne sert juste à rien. Putain, il passe la tondeuse, là, tous les espaces verts, on grille du pétrole et puis on tue les pauvres insectes. Il y en avait 2, ils sont déjà tous morts. Non, on va peut-être utiliser ces 1000 m² ou ces 5000 m²
ben voilà, pour produire et partager les ressources, il y a un projet où la moitié de la production, elle va aller au Resto du Cœur. Donc, on va avoir un but vraiment social, évidemment, dans ce cas-là. Et autre catégorie, ce sont les collectifs. C'est évidemment, il y a plein de projets en cours où c'est acheté avec différentes formes, je ne suis pas du tout juriste, pour acheter à plusieurs. Et puis voilà. Il faut être vraiment là-dedans. Ouais. J'ai une question. Est-ce que le ministère de l'Agriculture regarde vos projets, s'y intéresse À ma connaissance, non. Et non, mais peut-être un jour. et l'ONF? L'ONF, non, mais on est aux antipodes de l'ONF dans le sens où on n'est pas du tout, on est sur des forêts paysannes, on n'est pas du tout sur des forêts, enfin, on est sur des choses qui sont difficiles en fait à comprendre. Vous voyez, il me faut 2 heures pour commencer à vous faire rentrer, ce qui est complètement normal dedans. Et c'est difficile de résumer comme ça, parce qu'en fait, clairement, ce que je vais vous dire, c'est que quand on dit, bah, on fait une forêt comestible, on fait un jardin forêt, tout le monde me dit, ah bah oui, moi je connais. Non, c'est quoi en fait? Et c'est pas un verger en permaculture. Hein, on est vraiment sur quelque chose, une proposition nouvelle, avec en fait des paysages nouveaux, ce qu'on appelle nous, des nouvelles entités territoriales. Donc on rentre dans le coup aussi du cadastre. On est dans repenser l'agriculture. Donc en fait, bah voilà, ça devra être enseigné dans les lycées agricoles, dans les chambres d'agri. Donc le projet d'Audrey au Forestible, c'est avec un parcours à la chambre agricole, pour le coup. Donc là, il y a des choses qui se font avec des acteurs de terrain. Mais alors, je vais vous dire, hein, typiquement pour le moment, c'est de l'entrisme, c'est-à-dire ça va être 1 ou 2 ou 3 professionnels dans une chambre d'agri, dans une entreprise, dans un ceci, cela, qui va se dire, mais putain, ça, il faut qu'on étudie, il faut qu'on développe, et va dire à ses supérieurs, bah, on va développer ça, ok, on me donne le feu vert, et ça se développe comme ça, mais ça ne vient pas d'en haut, ça ne vient pas d'en haut de la pyramide. Ce sera pour bientôt, ça. J'ai une question aussi, de l'autre côté, assez politique aussi, parce que je pensais aux plantes médicinales, vous en parliez pendant la présentation. Les plantes médicinales sont interdites à la vente, notamment, j'imagine, à cause de l'action des lobbies pharmaceutiques. Est-ce qu'il y aurait un risque comme ça, des lobbies de l'agriculture ou autres contre ce genre de projet? Un risque sans doute qu'il existe, mais peut-être aussi qu'ils ont besoin d'avoir une production en fait qui va être aussi plus diversifiée, qui va être beaucoup plus locale, parce que voilà, vous voyez, quand on a les chefs, les restaurateurs qui viennent, qui sont des restos des fois étoilés, qui me disent bah on veut cette production là parce que c'est exotique, mais c'est produit localement avec un coût en fait minimal, ça les intéresse, mais ça pourrait être exactement la même chose pour les pharmacies, hein, les industries pharmaceutiques qui vont non pas produire à l'autre bout de la planète. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Peut-être si vous êtes fatigué et que vous avez des examens importants, vous allez prendre du Schisandra. C'est un adaptogène, c'est-à-dire qu'il va permettre à l'organisme de passer un cap un peu difficile. Schisandra, vous trouvez en boutique diététique, en pharmacie. C'est produit à l'autre bout du monde en Chine, c'est une plante chinoise, mais on peut complètement avoir une production en France sans renfort technique à l'extérieur. Donc je pense qu'on pourrait complètement imaginer avoir des circuits, des filières de production de schisandre en France d'une façon légale, construite. Voilà, ça demande en fait une espèce d'agglomération de différentes compétences et je pense que ça peut complètement s'envisager, ça c'est sûr. Ce serait compliqué. Voilà, c'est pareil, vous avez l'éleutérocoque. L'éleutérocoque dans le jardin des plantes à Strasbourg à 300 mètres. C'est un adaptogène puissant qui est un arbuste, une Araliacée arbustive qui est utilisée comme adaptogène. Elle pousse là-bas. Elle est étudiée par les botanistes depuis très longtemps. Est-ce que ça serait pas intéressant de relancer de la production de l'éleutérocoque et encore une fois, pas d'acheter des gélules en pharmacie qui viennent de Chine et peut-être qui sont coupées avec de l'antigel de voiture. C'est possible, on ne sait pas. Je répondrai à toutes les questions. Donc, en fait, ma question, elle est plutôt tournée vers la production. Est-ce que vous vendez une partie de votre production? Si vous la vendez, est-ce que vous arrivez à prévoir ce que vous allez vendre, les quantités? Donc, est-ce qu'on peut faire des plans, des planifications? Ça, c'est beaucoup
plus difficile dans la forêt gourmande, qui est un jardin expérimental. Moi, mon but premier à 14 ans, c'était de produire à manger pour ma famille, c'était de faire revenir vraiment tous les animaux et de recréer ces forêts comme je les ai vues sous les tropiques, qui me semblent, moi, des jungles imaginaires qui peuvent vraiment exister. Donc, c'était à la fois partager l'espace, me trouver bien dedans et produire à manger. Donc, ça, là-dessus, on est OK. Par contre, pour aller vendre au marché, déjà, on n'a pas le temps de récolter ni de transformer. On est vraiment, nous, sur des développements de projets à l'échelle de la France. Donc, on n'a pas du tout le temps d'aller faire les marchés. Hein. On fait d'autres choses. Par contre, ça, c'est vraiment l'objectif du projet de celui d'Audrey, où il va y avoir, en fait, comment vous appelez ça voilà, à 2 ans, à 3 ans, quelle charge je vais avoir, quelle productivité je vais avoir, quelle production, quelle rentabilité je vais avoir et qu'est-ce que je vais pouvoir me sortir comme salaire. Ça a été déjà tout construit, c'était proposé à la Chambre d'agriculture et c'est validé. Hein, donc c'est complètement possible, mais parce que sa forêt comestible a beaucoup moins d'espèces, elle est répartie en ligne et la mienne, elle est organique, elle est chaotique. Et il y a beaucoup d'espèces qui sont complètement en mélange. Donc, bien sûr qu'on récolte plein de choses, mais pour aller optimiser la récolte et la vente au marché, il ne faudra pas du tout la dessiner comme j'ai fait. Donc, voilà. Le dessin de la forêt, elle va être complètement différente selon vos objectifs de départ. Peut-être que je n'ai pas été assez clair par rapport à ça. Une forêt sur l'espace public ne va pas avoir du tout le même dessin qu'une forêt agricole. Une forêt environnementale, voilà, pour vraiment faire revenir la biodiversité, elle ne va peut-être pas avoir la même composition qu'une forêt scientifique. Voilà, donc c'est vraiment en fonction, ça c'est hyper important, évidemment, on part du contexte, donc sol, climat, et surtout des objectifs des porteurs de projets. Ça sert à quoi la forêt comestible? C'est quoi les usages? Pourquoi on fait ça? Et chaque secteur peut avoir une sectorisation différente. Dans un projet, sur un projet de 5000 m², comme à Strasbourg, avec les planteurs-cueilleurs, on pourrait imaginer différentes zones. C'est sûr, hein, il pourrait y avoir une zone qui soit vraiment pour une production agricole sur 1000 m². On va se dire, tiens, on va se faire une rangée, je dis n'importe quoi, schématiquement, de 3 espèces azimines avec du hostie, avec je ne sais pas quoi, parce que là, peut-être on aura une ligne d'eau. Hein, dans le projet d'Audrey, on a 42% du projet qui est irrigué, qui reste irrigué. Parce que, dites-vous bien que si vous enlevez l'irrigation au maraîchage et à l'arboriculture en France, on n'a plus rien à manger. Ça, c'est sûr. Et la Fogo, actuellement, la mienne, elle produit sans arrosage, sans fertilisation, sans travail de sol. Donc, imaginez ces modèles-là, on appliquerait en fait les mêmes options qu'on fait sur l'agriculture, donc arrosage, fertilisation, et puis des fois travail de sol et démarrage pour aller plus vite. Ah ben là, j'aimerais bien connaître les rendements. Je pense que ça va être assez passionnant. Et je pense qu'on va être sur des renversements je pense qu'on va très vite basculer de la civilisation de l'herbe à la civilisation de l'arbre, et pas par de la parlotte, mais par l'exemplarité de la production de ces systèmes-là, ça c'est sûr. J'ai hâte. Faut pas avoir trop hâte. J'aurais une question. Il y a beaucoup d'espèces diversifiées, et parmi ces espèces, il y a beaucoup d'espèces exotiques. N'y a-t-il pas un risque d'espèces invasives à un moment donné? C'est une question qui demande plein de réponses. Alors, espèces envahissantes, on en entend beaucoup parler d'une façon qui est une façon, dans les médias, d'une façon extrêmement pauvre, c'est qu'il y a des plantes envahissantes. Alors déjà, les plantes envahissantes, ce n'est pas une espèce qui est envahissante, c'est une population au sein de l'espèce. C'est-à-dire une population dans la Renaud du Japon qui va être dans un contexte particulier qui va être proliférante. Alors moi, d'une façon provocatrice, j'ai mis de la Renaud du Japon dans la Fogo. Elle se développe, mais elle ne s'hyper-développe pas. Et en fait, elle n'a pas de niche vide pour s'hyper-développer. Elle se développe où, la Renaud du Japon? Le bord des routes, où il y a les polluants des bagnoles, il y a la tondeuse des espaces verts en permanence, et puis c'était un sol qui était dégradé. Donc en fait, là, elle va se développer. En ripisylve, où les aulnes sont en train de claquer parce qu'il y a Phytophthora alni qui est en train d'arriver, qui les décime, où les frênes sont attaquées par la calorose, il y a des grands espaces vides. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a eu une espèce de remblai où ils ont planqué une déchetterie cachée, ils ont arraché des segments de renouée, elle s'est barrée un peu plus en aval, elle s'est installée, et là, elle était dans le vide, sur de la terre nue, et hop, elle colonise tout. Mais en fait, c'est l'humain, dans ce cas-là, qui crée les conditions royales d'hyper-développement de ces plantes-là. Donc, en fait, il n'y a pas des plantes mauvaises et des plantes bonnes. Il y a cette espèce d'expansion qu'il faut essayer de comprendre, qui est un symptôme, en fait.
Donc, quand on anthropise les paysages, quand on crée de la pollution, quand on va bitumer, quand on va appauvrir biologiquement, on va créer les conditions d'expansion de certains végétaux. Vous allez avoir une agriculture qui n'est pas performante, qui utilise des phosphates, qui va encore chercher dans les phosphatières, mais le pic du phosphore, c'est dans 15 ans. Dans 15 ans, on ne sait pas comment on va produire de l'alimentation sur la planète parce qu'on a bientôt plus de phosphore. Mais on en met quand même trop actuellement, donc ça va dans les rivières. Et vous avez la Jussie, qui est en expansion. Elle bouffe les phosphates. Et elle est là justement pour essayer de tamponner, de régler ça. Elle est très efficace pour faire ça. Donc, est-ce que le problème, c'est la Jussie ? Ou est-ce que le problème, c'est l'utilisation, c'est de retrouver les effluents dans les cours d'eau? On en est vraiment jusque-là. Alors ensuite, plantes envahissantes, il y a beaucoup de plantes qui se consomment. Je vais vous parler de la renouille du Japon, c'est la poussée sur sol pollué, elle se consomme. Elle a été introduite pour l'apiculture. Je reviens, on était il y a 2 ans en Slovénie, c'est assez passionnant de voir en fait la culture dans les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui sont en fait beaucoup plus dynamiques que nous. Les plantes envahissantes, ils n'en parlent pas du tout comme ça, c'est des plantes à biomasse qui vont être utilisées. Donc là-bas, les lentes, certains berbéris, l'érable negundo, là ici c'est des pestiférés en France, et ils vont utiliser de différentes manières, ils vont faire de l'ébénisterie, des petits objets, ils vont faire du papier d'une qualité incroyable. On dirait des parchemins égyptiens faits avec du papyrus. J'ai vu des trucs, ça c'est les universités de Ljubljana qui développent ça. Donc voilà, les plantes envahissantes, c'est vraiment à questionner, c'est du cas par cas. Et quand on est vraiment dans un système qui est un système diversifié, en tout cas ce qu'on constate, c'est pas un envahissement d'une espèce, c'est impossible. C'est dans la monoculture, c'est dans le fait de vider les paysages de leur substance. Et ça, putain, on était super fort. Les 80 dernières années, pour faire ça, on a viré le bocage, on a viré toutes les polycultures élevages, on a tout fait la Beauce. La seule verticalité dans la Beauce, c'est des pylônes électriques. C'est quand même assez merveilleux. On a l'impression que vous promenez, c'est la Lune. Quand on a des projets, on va à Orléans, je ne sais pas où, mais je suis en sinistrose là-bas. Et comment voulez-vous qu'on n'ait pas des expansions de certains végétaux? Heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'on a la renouée et la Jussie, qui sont peut-être des plantes qui nous sauveront de certaines problématiques. Pour moi, en fait, on est dans une logique dans ce cas-là qui est judéo-chrétienne, où on va classer le bien et le mal, il y a des bonnes plantes et des mauvaises. En fait, le vivant, je vais passer comme ça, surtout pas pour les plantes. J'ai une question pratico-pratique. Avant qu'on sorte du capitalisme, il y aura toujours un malin qui va réussir à en faire son beurre avec une forêt nourricière. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais en attendant, et donc peut-être qu'on arrivera à un stade où on fera des échanges, mais en attendant, comment est-ce qu'on fait pour mettre même ne serait-ce que 40 ou 60, ou je ne sais plus combien vous avez dit, d'espèces dans l'hectare de terrain qu'on a décidé de construire en forêt nourricière? Ça veut dire comment où est-ce qu'on les trouve? Comment on les trouve? Tout simplement. Enfin, voilà, moi, je sais pas qui va me donner un plan de jujubier ou de je ne sais quoi. Alors, il y a beaucoup de pépinières qui sont des pépinières spécialisées. Ça peut être en local. Alors, vous avez une pépinière qui est extraordinaire pour la vigne. Attention, je vais chercher le mot, d'Angolsheim, c'est ça? D'Angolsheim, pardon. Pépinière Beauharmise, où il a 700 cépages assez extraordinaires, donc des cépages qui sont résistants aux maladies. Ça, c'est un exemple. C'est pas loin, c'est à 20 minutes de Strasbourg. Vous allez pouvoir en fait avoir en local des personnes qui vont avoir une gamme qui peut être extraordinaire. Ou alors, ça va être des commandes qui vont se passer parce que le pépiniériste est à l'autre bout de la France. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir des envois postaux. On peut des fois trouver dans d'autres pays, en Hollande, il y a beaucoup de ressources. On fait des fois des achats en Pologne, en Slovaquie. Et nous, si on commande depuis la Bourgogne dans ces pays-là, ce n'est pas forcément plus loin que si on commande à la Pointe Bretonne. En tout cas, ces végétaux-là sont distribués. Il y a plein de pépiniéristes. C'est vraiment aussi un nouveau métier, en tout cas, de pépiniériste de ces plants de forêt comestibles. Donc ça, c'est une possibilité de les acheter. Et l'autre chose dont je ne vous ai pas parlé, qui serait super intéressant sur le projet de ce soir, c'est de produire vos plants, de faire une micro-pépinière, qui peut être une micro-pépinière chez soi, pour son projet privé. On a 50 mètres carrés, on a 200 mètres carrés. Tiens, on commence à reproduire certains arbres à partir de graines aussi, pas simplement de greffes. On va reproduire de la vigne, de la liane, on va reproduire des herbacées d'ombre, de soleil, des plantes aquatiques si vous avez une mare. Je dis, tiens, c'est rigolo de manger des lotus ou du buteau mon épi.
Donc, c'est complètement possible. Et sur les jardins forêts communaux, dans ce cas-là, c'est une pépinière de reforestation nourricière. C'est une pépinière qui va être participative. Donc, on va apprendre tous ensemble. On développe des projets avec aussi des fois des classes. Donc, il y a une espèce de truc, c'est super intéressant de voir les enfants comme ils s'emparent de ça. Et puis absolument tout le public. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on n'est pas simplement sur de la greffe, du bouturage et du marcottage. On est vraiment aussi sur de la création variétale et repartir aussi à partir de graines. Parce que ça, c'est aussi une des grandes problématiques de tout ça, c'est qu'en fait, à chaque fois, quand on fait que greffer, bouturer et marcoter, on crée des clones, les mêmes clones qui sont envoyés à l'infini partout, et ça ne permet pas du tout l'adaptation des espèces au changement climatique et aux pathogènes. Typiquement, vous mettez de la pomme reine de Reinette, qui était trouvée il y a 400 ans dans une haie aux Pays-Bas. Putain, c'est la reine de Reinette qui est partout. Ok, elle est sympa, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et vous pouvez créer du pommier qui est super pommier aussi, en partie à partir de pépins de pommes. Et donc, cet individu sera unique. Donc, ça permet vraiment aussi aux espèces de continuer finalement leur évolution. Les plantes, elles se reproduisent comme nous par sexualité. C'est que chaque individu, théoriquement, idéalement, serait unique. Évidemment, qui se bouture et qui se clone, mais voilà, si possible, il faut vraiment repartir sur ça. Et ces pépinières-là, elles sont géniales aussi parce que non seulement vous allez apprendre, c'est des espaces d'enseignement, mais c'est aussi surtout la manière de mettre en place ces projets-là d'une façon extrêmement peu coûteuse. Parce que vous allez produire les plants. Donc, chaque vague de plantation, année après année, vous allez venir regarnir votre forêt comestible. Moi, j'ai commencé, il y a 14 ans, j'ai commencé par planter la strate des arbres. Je n'ai pas pu tout faire, j'étais tout seul, j'avais un autre boulot, j'avais des enfants bas âge. Et par exemple, la strate des herbacées, je l'ai plantée il n'y a que 4 ans. Vous seriez venu il y a 4 ans dans l'Infogo, c'était qu'une strate spontanée avec de l'ortie, avec des tas de plantes qui sont intéressantes. Beaucoup ont été conservés dans des secteurs. Et puis là, je suis en train de regarnir sur des couches basses avec des plantes que je produis moi-même. Parce que sinon, ça peut être quelque chose de coûteux. Et voilà, c'est quelque chose qui marche à plein de niveaux. Et ça, je peux vous dire que les villes ou les villages, quand vous leur proposez un projet, vous dites, en plus, il y aura une pépinière citoyenne, les classes vont venir, ça ne va pas vous coûter cher derrière. Feu vert en général. Et ça, ces pépinières-là, c'est pas du tout, on n'a pas besoin de bâches plastique, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est des plantes de climat tempéré, la plupart peuvent vivre dans des pots. Le seul important, c'est de pouvoir arroser l'été les pots et d'avoir un filet par grêle. Si on avait une grêle dévastatrice, vous pourriez perdre toute votre production avec des gros grêlons, on voit de plus en plus. Avoir simplement des arceaux par grêle et un système d'irrigation qui vous permet de ne pas être tout le temps dans la pépinière, on peut partir dans ce cas-là sur du terrain bétonné. Donc, ça veut dire qu'on pourrait utiliser ces délaissés qui sont carrément bitumés, bétonnés, pour produire des plants en pot. Avec simplement, on a un point d'eau qui n'est pas loin, on irrigue, et donc on a une action à l'échelle de notre environnement proche, parce qu'on va produire ces plantes-là qui vont être hyper adaptées. Si elles partent de graines, en plus, la plantule va pouvoir croître dans des pots profonds. On est sur un truc qui marche super bien. Donc, c'est un travail, c'est exactement, pour rebondir, c'est un travail un petit peu de recherche, finalement, d'interaction, de vous unir les uns avec les autres, de se retrouver sur des temps. Voilà, moi, j'aimerais implanter, on va implanter du cornouiller mâle? Est-ce que c'est réaliste sur le contexte de la parcelle? Est-ce qu'on veut du cornouiller mâle? Est-ce que, si on veut du cornouiller mâle, est-ce qu'on va prendre que des formes sauvages, telles que vous pouvez les trouver dans des coteaux calcaires sûrement dans le coin, ou est-ce qu'on va venir aussi sur des sélections fruitières? Parce que si vous allez en Moldavie, en Ukraine ou en Russie, ça fait plus de 100 ans qu'ils sélectionnent l'espèce de Cornus mas, de cornouiller mâle, et vous allez trouver des petits spécimens qui sont pour le coup greffés, mais qui vont faire des fruits au bout de 3-4 ans, qui sont des fruits 2 à 3 fois plus gros que la forme sauvage, et qui des fois développent des saveurs, des arômes absolument incroyables. Et si vous allez là-bas, pour eux, le cornouiller mâle, c'est aussi important pour se nourrir que le pommier ou le prunier, en fait. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on met dans l'assiette. C'est aussi culturel. Et les universitaires là-bas sélectionnent, manipulent, domestiquent l'espèce depuis 100 ans. Oui. Je voulais dire un truc très important, c'est que vous soulevez là aussi à travers l'IN, c'est la nourriture a une dimension culturelle très forte. Et moi, j'apprécie beaucoup ce que vous dites, mais c'est vrai que quand je compare avec ce que je vois dans mon quotidien ou dans mes activités, je sais qu'en Alsace, par exemple, pour les boissons, proposer autre chose qu'un jus de pomme, un vin ou une bière,
ça peut être compliqué. Là, c'est dans une optique commerciale, mais même dans une optique non commerciale de partage, parfois, avec son entourage et ses proches, ça peut. Enfin, alors, j'imagine, alors, vous dites beaucoup de connaissances, mais aussi, je pense, vous le faites à travers la conférence, beaucoup de. Comment dire, de diplomatie, d'encouragement, et de bricolage aussi. Mais dans ce cas-là, on repart vraiment sur le nom de l'assaut, sur la forêt gourmande, c'est-à-dire de proposer des choses qui sont gourmandes, et en général, justement, c'est par le palais qu'on peut les séduire et hypnotiser les personnes, dans ce cas-là, qui sont un peu récalcitrantes. Et dans ce cas-là, ça c'est vraiment... Vous parlez des grands chefs, mais c'est l'une des parts de la nourriture qui s'adresse d'ailleurs à un seul cercle social. Mais c'est une manière de communiquer, en fait, c'est une communication. Si par exemple, je vous parlais du pesto de céréales de Chine, si vous faites goûter le pesto en première intention et que vous ne dites pas à la personne ce que c'est, je pense véritablement que vous allez avoir 90% des gens qui vont dire « Oh, c'est vrai, c'est super ». Si vous dites, par contre, d'emblée, c'est du feuillage d'arbre que tu vas manger, ah bah ils vont tous vous dire, mais c'est dégueulasse ton truc. On a forcément un conditionnement. En plus, pour aimer une nouvelle production, il faut la goûter 7 à 8 fois. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que si vous mangez des pâtes blanches sans beurre, sans huile ou sans sel, alors c'est juste dégueulasse. Donc, effectivement, la cuisine, elle est importante. Et c'est quand même des redécouvertes. Et en fait, on passe par plein de choses. Les cornouillers mâles, on en faisait des tas de confitures, on faisait des liqueurs. Ça, c'était vraiment un usage historique aussi à Strasbourg, et on pourrait vraiment réactiver tout ça en fait. Pour ceux que je me permets, je veux donner la parole aux autres personnes, mais c'est aussi, vous parlez là d'espèces, certes européennes ou qui ont pu exister il y a 2000 ans, mais je veux dire même dans les espèces qui existent chez nous aujourd'hui, il y a des usages qu'on a complètement oubliés, enfin même des espèces qui pourraient être dans vos forêts, qui le sont. Bien sûr. Être, sur les tilleuls, les tilleuls, je vous disais la poudre de tilleul, si vous êtes végétarien, on vous rabat les oreilles avec les protéines, avec les 8 acides aminés essentiels que le corps ne sait pas synthétiser. Ce qu'on ne dit pas, donc effectivement, les protéines de stockage, donc les protéines dans les graines, les protéines dormantes, elles sont souvent déficientes en 1 ou 2 acides aminés essentiels, donc il faut coupler céréales et légumineuses. Ce qu'on ne vous dit pas généralement, c'est que dans les protéines fonctionnelles, circulantes, c'est-à-dire les protéines foliaires, il y a systématiquement les 8 acides aminés essentiels. Donc ça veut dire que c'est une ressource primordiale, alors pas forcément en grande quantité, mais en tout cas en qualité, donc ça c'est déjà génial. Et la poudre de farine de tilleul, c'est utilisé dans les orphelinats jusqu'au début du XXe. On n'avait pas d'argent, il fallait nourrir les enfants qui étaient en croissance, qui avaient des gros besoins nutritionnels. On couplait de la farine de céréales, pour le coup, avec de la poudre de farine de feuilles de tilleul, et là vous aviez une espèce d'assiette parfaite, en tout cas au niveau de l'équilibre. Et ça coûtait que dalle. Donc on a tout ça qui s'est complètement perdu. Le champagne de fleurs de sureau, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, c'est extraordinaire. La frénette, c'est un pétillant à partir des feuilles de frêne. Donc ça va permettre d'extraire aussi des polyphénols, des tas de choses, des composés qui sont hyper intéressants dans le feuillage, qui vont être finalement quelque chose de médicinal pour le coup, qui va être super bon. Vous allez mettre du gingembre rustique. Il y a un gingembre chinois qui tient à moins 18 degrés. On fait des ginger beer, des bières de gingembre avec. Vous mettez un soupçon d'orange dedans, et je peux vous dire que le succès, ça peut être sur un événement, ça peut être sur un anniversaire, ça peut être sur un truc de Noël, ça peut être sur quelque chose où on découvre aussi quelque chose de nouveau. Et c'est aussi partir avec les enfants qui entraînent les adultes, parce que les enfants ont gardé cette espèce de curiosité insatiable et d'émerveillement, et ils sont capables de nous aider à nous reconnecter là-dessus. En fait, les adultes, ils sont super chiants, ils sont dressés, et ils aiment que les choses qu'ils connaissent. Les enfants, ils sont vraiment capables de nous aider à recomposer un nouveau monde. C'est vraiment une manière de communiquer, je pense, de présenter les choses. Sinon, le problème également, c'est l'équilibre. Lorsque vous faites de la reforestation, ensuite, il faut trouver un bon équilibre pour que ça puisse se maintenir tout seul. Et au début, il faut quand même pas mal de boulot, parce que sinon, il n'y a rien qui va pousser. Et ensuite, trouver cet équilibre n'est peut-être pas du tout évident, surtout si on veut avoir beaucoup de diversité. C'est une agriculture déguisée en forêt, mais c'est des projets qui sont construits. Il y a un plan de plantation, il y a vraiment une logique d'association dans l'espace et entre les espèces entre elles, et comment on crée le projet. En fait, là, pour le coup, on rentre dans une logique de travail de paysagiste, ou alors de forestier quand il élabore des forêts.
Non, parce qu'à titre d'expérience personnelle, bon, j'ai un jardin, alors j'essaye de mettre des choses sauvages dedans, et je peux vous dire que c'est pas du tout évident, hein, parce que des fois ça pousse pendant 2-3 ans, et ensuite, pouf, c'est le lierre qui arrive et qui mange tout. Donc, vous voyez, il y a des équilibres qui sont pas du tout évidents, et vouloir faire pousser quelque chose comme ça, surtout sur des petites surfaces, sur des grandes surfaces, peut-être le problème est différent, mais sur des petites surfaces, c'est pas du tout évident. Ça dépend comment le projet est construit, ça dépend ce que vous avez mis dedans, ça dépend le degré d'intervention au démarrage. C'est-à-dire que voilà, une fois que vous avez vraiment densifié le système, il a beaucoup plus de mal à se remplir, se garnir d'autres choses. Ça, c'était pour la Renault du Japon, mais ça va être vrai aussi pour beaucoup d'autres plantes. En tout cas, voilà, c'est des espaces qui sont construits, qui sont élaborés. Il y a vraiment une élaboration. Le plan se fait, qu'il soit sur papier ou qu'il soit mental, mais voilà, il y a quand même une organisation dans ces espaces-là. Comment vous avez résolu les précautions d'usage, c'est-à-dire par rapport à la toxicité et tout ça, surtout dans un espace public? Moi, j'ai dû, voilà, même là, les plantes ont été enlevées. Oui, alors il va y avoir déjà, nous, enfin, on exclut nécessairement les ombellifères à feuillage découpé, hein, qui se mangeraient, ça peut être même le persil, ça peut être la myrrhe odorante, parce que le risque de confusion avec des onantes ou de l'acidus est trop problématique. Ça passe forcément par des écriteaux, donc des écriteaux qui vont avoir une image de la plante. Et donc, il y a aussi un avertissement, c'est-à-dire que soit les personnes sont en autonomie et se font de l'autocueillette, mais sous leur propre responsabilité, soit ils sont accompagnés, donc c'est sur des temps de visite guidée ou d'ateliers avec une animation, où là, ils vont pouvoir manger sous la responsabilité de l'animateur. Donc, c'est déjà aussi une manière, finalement, de voir où la responsabilité elle est distribuée. Est-ce que c'est sur un professionnel qui fait l'animation ou ben, en fait, il n'y a pas de temps de visite et les gens, soit ils comprennent bien les consignes et ils sont certains de la parfaite identification de la plante, soit il ne faut pas cueillir. Voilà, alors c'est plus subtil, hein, parce qu'effectivement, on peut avoir une plante, un massif d'herbacées que vous plantez. Justement, c'est pour ça qu'on ne met pas de myrrhe odorante ou de persil. Et en fait, vous avez une graine de Nantes ou graine de ciguë qui est dormante à 30 cm de profondeur du sol, qui est ramenée par le travail du campagnol ou de la taupe, et tout d'un coup, hop, ça se met à grainer, à germer dans cet endroit-là, et en fait, ça va être difficile de distinguer les deux feuillages. Donc ça, on va faire gaffe, et puis dans les projets vraiment, dans ce cas-là, qui sont sur l'espace public, de toute façon, on va exclure des plantes qui auraient une toxicité importante, au moins dans une partie. Encore que, de toute façon, les plantes, elles sont chimiquement actives et il y a plein de toxicités. On peut s'empoisonner avec de la pomme de terre, avec des pépins de pommes. Si vous mangez trop de choux, vous pouvez avoir un problème thyroïdien. Voilà, c'est aussi une question. Les plantes qu'on connaît, on les accepte, mais elles sont aussi très toxiques. Mais les nouvelles plantes, elles sont pas acceptées. Mais c'est connaître. Hein. Alors, ça, typiquement, donc, le poivrier de Sichuan, où vous faites l'épice, le poivre de Sichuan, ce qui n'est pas connu souvent, c'est que c'est aussi un arbuste légume, enfin, en tout cas légumes condimentaires. On mange les feuilles. Il me semble que j'en ai mangé tout à l'heure. On peut manger les feuilles, et donc voilà, ça va être un condiment. C'est pas quelque chose qu'on va manger en grande quantité, mais par contre, c'est quelque chose qui va être intéressant pour la santé. Donc, on va ciseler finement. On va incorporer dans un plat, ça va pouvoir aromatiser, parfumer. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui peut être délivré dans les criteaux, dans le panneau. Vous pouvez manger, faire de la cueillette en petite quantité du feuillage, tout en respectant évidemment le volume de feuilles, parce que si tout le monde vient plumer l'arbre, il va être en PLS. Mais voilà, c'est encore une fois une communication et une organisation. Et au démarrage, on ne commence pas avec une quantité astronomique d'espèces. C'est vraiment les espèces qui sont hyper intéressantes, adaptées, qui vont produire en volume. Et ça peut être, par exemple, si on réfléchit encore une fois sur les pommes, on va prendre des pommiers résistants à l'atavium, mais on peut prendre aussi des pommes qui sont naturellement colorées. Je pense que c'est pas très très loin de Strasbourg. C'est les vergers du Hackenberg, où ils ont un conservatoire de la pomme sanguine, pomme rouge. L'intérieur, c'est comme de la betterave pour certaines. Et vous faites des tartes aux pommes qui sont en rose fluo ou du cidre rose fuchsia. Donc c'est vrai que c'est ça pour des ateliers, mais c'est génial. Puis on risque pas de s'empoisonner, mais par contre, on commence à finalement diversifier notre imaginaire aussi.
hein, parce que finalement, juste la pomme golden, c'est sûr qu'on se fait chier au bout d'un moment. Mais c'est vraiment, voilà, prendre le public où il en est et puis le guider vers quelque chose. Et là, vous avez des ateliers qui peuvent se construire et qui ont déjà une richesse dedans. Vous vendez du rêve. Mais c'est agréable. C'est un peu fou. Moi, je vous écoute. Je suis en train de vous écouter et je me dis, mon Dieu, mais c'est un extraterrestre qui est venu là ou quoi? Parce que je me dis, les forêts, j'adore. Et en fait, quand on regarde nos forêts, nous en Alsace, on n'a pas grand-chose dedans. Et quand vous parlez de forêts alimentaires, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve. Nos forêts ne sont pas des forêts naturelles. Elles ont été dévastées par les glaciations quaternaires, 15-17 grands cycles, et elles ont été traitées par la sylviculture. Donc, ce sont des plantations ou des forêts qui sont en tout cas vraiment très guidées par les humains. Ou notamment, la grande différence avec la Fogo, si un jour vous venez, c'est qu'on a un sous-étage qui est hyper important. C'est-à-dire que dans une forêt classique, vous avez des grands arbres, vous n'avez rien en dessous, si ce n'est des tapis de feuilles mortes. Et puis des fois, il y a du muguet, il y a de la pervenche, machin truc. Mais en fait, il n'y a pas d'éléments intermédiaires, il n'y a pas de lianes, même pas en lisière. En fait, une forêt naturelle, elle a des lianes en lisière. Ça permet de refermer l'enveloppe de la forêt. C'est super important. Et puis en sous-étage, vous allez en Chine ou en Amérique du Nord dans des forêts complexes, vous allez avoir des sous-étages qui sont hyper diversifiés. Donc, ça, c'est deux grandes choses. C'est l'action de l'humain par la sylviculture et c'est surtout les grands cycles de glaciation. Mais c'est surtout qu'on ne connaît pas les plantes. Ouais. J'ai une petite question sur l'entretien. En fait, le temps d'entretien que ça prend à la mise en place d'une forêt comestible. Parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Ouais. Et par exemple, quand on part d'une friche et qu'on a des ronces partout, il faut les tenir un petit peu, les ronces, quoi, si on veut planter les choses. Donc, le temps d'entretien, est-ce que c'est possible d'en parler un petit peu? Oui, pour vous dire, moi, de la Fogo, donc je l'ai planté tout seul. Les dernières plantations, elles n'ont pas 14 ans. Je l'ai planté au fur et à mesure du temps. Les premières ont 14 ans, les dernières, elles ont 2 mois. Je continue à planter sur les herbes. J'étais tout seul, je l'ai fait sur mon temps libre. J'étais infirmier, j'étais jeune papa à côté. Donc, ça vous montre un peu sur 2,5 hectares. Je ne vous dis pas que j'ai galéré, mais c'est complètement possible, en tout cas, d'être seul sur 4000 m², 5000 m², en construisant bien le projet, puis en se faisant aider. Ça, c'est vrai qu'on oublie le fait de est-ce que tu pourrais venir me donner un coup de main? En fait, on va venir planter en participatif à la maison. Le week-end prochain, j'ai tout commandé. Il y en a un qui fera la vaisselle, moi je prépare la bouffe. Et puis on fera la même chose chez toi le mois d'après, en fait. Mais c'est vrai que dans notre civilisation, on nous a appris à être individuels et à ne pas oser demander. Et ça peut être aussi un moyen d'expansion. Il y a beaucoup de projets. Le projet d'Audrey, la forêt agricole, elle a été plantée en 2 mois sur 3 hectares. Un projet qui est... On a eu un reportage de TF1 de JT, on a eu Thomas Soto qui est venu cette année, il y avait déjà plein de choses. Le projet a à peine 1 an, en fait, il a été planté en 2 mois, et il y avait des fois 40 personnes sur un mois pour filer des coups de main. Donc on a vraiment ce pouvoir du collectif, et c'est ça, on est une espèce sociale, retravaillant tous ensemble, et ça peut aller super rapidement en fait. Donc voilà, la Fogo actuellement, moi je suis tout seul à la gérer avec un bénévole qui passe la tondeuse dans les sentiers qui restent éclairés. On n'y est quasiment pas parce que voilà, on développe des projets partout en France. Moi je suis quasiment pas dans le jardin, il se débrouille tout seul. On est vraiment à ce stade-là, dans les visites commentées qu'on fait, un jardin, vraiment il n'y a quasiment pas de jardinier. Mais ça c'est parce que la forêt elle a un certain âge. Est-ce que vous avez des recommandations bibliographiques pour approfondir ce sujet? Oui, il y a plein d'ouvrages, il y a beaucoup de sites internet, il y a des ouvrages en français, il y a des ouvrages en anglais, il y a aussi des articles scientifiques sur les usages de ces plantes-là, par exemple. Ça dépend les quoi au niveau. En fait, c'est que c'est un sujet assez large et vous avez expliqué, il y a plein de vocabulaire, etc., mais c'est assez dur d'appréhender. Donc, peut-être quelque chose qui est assez accessible pour les néophytes qui veulent approfondir sur le sujet sans forcément trouver dans des trucs très scientifiques. Si vous allez vous promener sur notre chaîne YouTube, par exemple, il y a des vidéos qui sont pédagogiques. Par exemple, on va cibler des espèces. On va expliquer en 5 minutes comment on cultive les petits fruits rouges que vous voyez dans les mains des enfants. Là, par exemple, comment
on va récolter l'azimine ou voilà, ça peut être c'est des choses qui sont en open source. Après, il y a des bouquins, il y a des ressources que vous pouvez trouver dans les librairies ou autres. Et puis après, voilà, ça va dépendre si on est vraiment sur un focus sur les plantes sauvages. Je n'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai qu'on va réutiliser aussi les plantes sauvages pour se nourrir. Hein, en fait, on est vraiment à la croisée à la fois du maraîchage dans les clairières, de la cueillette de glanes avec les plantes sauvages, de l'arboriculture, de la foresterie et du paysagisme. En fait, c'est une espèce d'agglomération de ça. Les plantes sauvages, il y en a qui sont extraordinaires pour manger, et on a complètement oublié, hein, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, de redécouvrir. Peut-être qu'avec la berce d'Hercule, la berce spondyle, il y a 100 ans, vous faisiez des super cuisines dans la région avec ça, en fait. Et ça s'est complètement perdu. Est-ce que tu nous en ton livre? On peut acheter ton livre ce soir? Oui, j'en ai un. Je vais jouer les rabat-joie, mais le rêve, c'est pas mal aussi dans notre lit. Donc, si je veux pas dormir ici, ce serait sympathique doucement de vous écouler en dehors de la Micha. Vous pouvez aller discuter, il pleut pas, je crois, devant le bâtiment. Et donc, en termes de livres, je sais pas, Fabrice, si vous pouviez le faire dehors, parce que là, je me suis peut-être trompée, mais on me rappelle à l'ordre que c'est 20h30, alors que moi, je pensais avoir demandé du gardiennage jusqu'à 21h, mais bon, je peux m'être trompée. Donc, si ça vous ennuie pas, gentiment Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.